Donc effectivement, nous avons passé une bonne partie de notre vie avec Gérard Delépine, qui est mon mari, mais qui est surtout le chirurgien orthopédique de l'équipe et qui avait mis au point la chirurgie conservatrice dans les années 80, après d'ailleurs bien des résistances, parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui trouvaient que c'était bien d'amputer les gens. Et bon. Donc Gérard s'était battu pour ne pas amputer, et nous, quand on a vu qu'il commençait à effectivement réussir à pas amputer les gens, on s'est dit, ce serait quand même bien de leur donner des traitements qui marchent. Et à l'époque, on a découvert qu'il y avait déjà dans la littérature médicale à cette époque-là les travaux de Gérald Rosen et d'autres pour d'autres tumeurs, qui en fait donnaient déjà des résultats de guérison, de guérison à 5 ans, mais enfin qui étaient déjà synonymes de guérison. Alors que les schémas des essais thérapeutiques dans lesquels on nous avait demandé de rentrer les patients donnaient à peu près 40% de survie. Donc on a commencé dans les années 84-86 à utiliser ces schémas de traitement, j'ose plus dire protocole parce que le mot a été usé dans un autre sens, ces schémas de traitement qui marchaient, bon, éventuellement les améliorer un peu, à les rendre plus performants, puis à force de voir des malades, évidemment, on savait bien manier toutes ces molécules. Et on a eu le bonheur quand même de voir effectivement la transformation du pronostic de ces enfants dans les années 70, moi quand je finissais mon internat, ou à peu près dans les années 70, où il y avait quand même 20-30% de guérison chez les enfants atteints de cancer. On a eu le bonheur de voir progresser, mais partout, dans le monde anglo-saxon, pas seulement chez nous, pas seulement dans notre service, de progresser les taux de guérison des enfants atteints de cancer. Et on est arrivé à peu près à 75% à 10 ans de guérison en 1985. Donc ça, je dis et je le redis, parce que souvent maintenant, quand on a des patients, et on leur dit peut-être quand même cette molécule-là, c'est pas formidable, etc. Ah bah oui, mais il n'y a rien d'autre. Bah si, en 1900, enfin avant 2000, on n'était pas au Moyen-Âge. On savait guérir 80% des enfants atteints de cancer et à 10 ans, c'était confirmé sur 75%, donc 3/4 des enfants. Et on guérissait quand même aussi la moitié des adultes atteints de cancer. Donc, bon alors d'accord, 50% qui meurent, c'était trop, mais je veux dire, c'était pas le Moyen-Âge, il y avait des traitements qui marchaient. Et notre combat, ça serait, c'est actuellement de dire aux gens, attention, il y avait des traitements qui marchaient, si on vous dit il n'y a rien, on est obligé de vous proposer une molécule en essai thérapeutique ou à peine, demandez si effectivement il n'y a pas un traitement connu, reconnu, qui pourrait déjà vous être proposé, quitte après, s'il n'y a rien qui marche, qu'on vous propose une nouvelle molécule, pourquoi pas, mais qu'on ne vous mette pas d'emblée dans un essai en vous disant il n'y a rien. Et je suis quand même très très étonnée, c'est que effectivement j'ai beaucoup de réflexions sur des mails, sur des questions que les gens me posent au téléphone en me disant qu'est-ce que vous pensez de ça, ou en gros c'est comme s'il n'y avait rien existé avant 2000. C'est hallucinant d'avoir changé de siècle comme ça. Et donc, puisqu'on nous a mis à la retraite et qu'on nous pose beaucoup de questions, on s'est dit bon, on va essayer quand même d'étudier vraiment la littérature médicale pour voir ce qu'il en est de ces nouvelles molécules, dont les cancérologues, à juste titre, dénoncent les prix absolument aberrants. Vous savez qu'il y a des molécules, c'est entre 50 000 et 100 000 euros l'année par patient. Bon, ce qui est quand même complètement aberrant. Mais on s'est dit, oui, mais c'est bien ça de dire c'est des prix aberrants, c'est bien, c'était un premier point, mais est-ce qu'elles servent à quelque chose? Et sur quels critères on se permet d'imposer, en gros, ces molécules-là, alors qu'il y avait des traitements qui marchaient. Donc voilà, en 98, on était effectivement... Alors ça, on débordera sur le sujet demain pour ceux qui seront là, puisqu'on discutera un petit peu de la nouvelle loi de santé et surtout de la bureaucratie qui, pendant entre 84 et maintenant, a complètement fait perdre le pouvoir médical aux médecins pour donner le pouvoir, entre guillemets, pseudo-médical aux bureaucrates. Y avait-il besoin de tout ça? Parce que maintenant, c'est tout juste si tout le monde écoute, il y a les agences régionales de santé, ah bah oui, mais ils n'imaginent même pas les faire sauter. Si, il faut supprimer toutes ces agences qui servent à rien. En 98, on n'avait pas d'agence régionale de santé, on n'avait pas d'agence régionale d'hospitalisation. En fait, elle avait été créée par Juppé en 96, mais enfin, le temps que ça soit mis en place. Et on était un des premiers, on disait le premier système au monde, je ne sais pas si c'était vrai, mais en tout cas, on était un des premiers systèmes au monde, c'était vrai. Tant par l'efficacité des traitements qu'on donnait que par la couverture universelle qu'on avait sur l'ensemble des patients français, des gens qui vivaient en France, quel que soit, que ce soit le SDF du coin, que ce soit le président de la République, ils étaient soignés aussi bien par des gens qui donnaient les bons soins.
Donc, est-ce qu'on avait besoin d'une bureaucratie aussi autoritaire, aussi totalitaire qu'on a actuellement, si c'était pour les patients? Donc, effectivement, le but c'était autre chose. Le but c'était de mettre la main sur ces 149 milliards, je crois, de budget de la sécurité sociale annuelle pour les donner à la bourse, pour donner le tout à la finance, mais c'était pas pour soigner les patients. Et malheureusement, le résultat, c'est qu'effectivement, on ne soigne plus les patients, on soigne la finance et on a des catastrophes. Et ce bonheur qu'on a eu, nous, comme jeunes médecins en 70 jusque dans les années 2000, de voir passer les guérisons de patients de 20% à 80% avec l'amélioration des techniques chirurgicales, radiologiques, IRM, les chimiothérapies et tout ça. Et maintenant, on voit la chute libre. C'est pour ça que, ma foi, on se dit on peut pas laisser tomber les patients comme ça. Donc, on a vraiment essayé d'étudier la réalité des résultats cliniques pour les patients d'un certain nombre de nouvelles molécules. Donc, c'était vraiment le but du bouquin. Donc, on a pris les cancers fréquents. Et on a pris la littérature internationale vraie, c'est-à-dire on est allé dans les banques de données universitaires comme sur PubMed, dans les banques de données sur clinicaltrials.gov, c'est les essais thérapeutiques en cours sur les bases de données américaines. Bon, quand on cherche, on finit par trouver, c'est le bonheur d'Internet, parce qu'effectivement, on n'aurait peut-être pas pu faire ce travail-là il y a 30 ans, ou pas à cette vitesse-là, parce qu'on a mis 6 mois en bossant beaucoup, mais quand même... il y a 30 ans, aller dans les bibliothèques chercher tous ces articles, on aurait mis sûrement beaucoup plus de temps. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe actuellement? On veut, si vous voulez, le plan cancer. Alors, si on parle du problème du cancer, malheureusement, le cancer, je crois, a servi de terrain d'expérimentation pour la transformation de la médecine. C'est-à-dire que depuis 10-15 ans, effectivement, on a l'acculturation. Il va vite, lui, mais on a l'acculturation, c'est-à-dire qu'on change de paradigme. Dans le plan cancer, premier plan cancer 2003, il est écrit en toutes lettres qu'il faut changer de paradigme, changer de système de référence, c'est l'acculturation. Il faut oublier en fait tout ce qu'on a appris, quoi, en gros, et on va raisonner autrement. Et effectivement, au lieu de soigner les gens, un individu, on va soigner une collectivité. Donc actuellement, on arrive effectivement à un paradoxe absolument ahurissant. On va faire un congrès la semaine prochaine à Avicenne, notre ancien hôpital, sur la surmédicalisation, ça s'appelle comme ça, mais c'est vrai que les gens sont surmédicalisés, on n'a jamais eu autant d'émissions de médecine à la radio, à la télé, partout, et ils sont de moins en moins soignés. Vous avez de plus en plus de médicaments, de plus en plus d'examens, mais de moins en moins de soins. Alors, je n'ose plus envoyer le mot individualisé, parce qu'on l'a tellement employé à toutes les sauces, et les gens qui veulent faire cette médecine collective génétique et pour rapporter des sous ont utilisé le mot en disant médecine personnalisée, mais la vraie médecine qu'on fait pour chaque patient, vous êtes en face de moi, c'est vous que je soigne, c'est je vous écoute et j'essaie de vous adapter le traitement en fonction de l'examen clinique. J'ai vu un tweet il y a 48 heures, on n'examine plus les patients. Mais oui, on n'examine plus les patients. Maintenant, j'interviewe les gens que j'ai au téléphone. Je dis, j'ai vu le cancérologue hier, il m'a gardé 7 minutes. Je dis, mais attendez, il vous a examiné... Oh, elle m'a touché le sein comme ça 2 minutes, 2 secondes, et puis c'est tout. Alors, examen clinique, voir si vous avez un gros foie, voir, je veux dire, voir si vous avez des signes neurologiques, tout ça, c'est fini. C'est pas de la médecine. Et ça, ils font ça pour, parce que ça va plus vite, mais c'est même pas pour ça. Ils essayent d'éduquer les nouveaux médecins comme ça, pour pouvoir nous faire remplacer par la télémédecine, la médecine informatique, le conseil par téléphone, etc. C'est-à-dire la médecine sans médecin. Parce que moi, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais la médecine sans examen clinique, c'est pas de la médecine, quoi. Je veux dire, il y a quand même un minimum de contact à avoir avec les gens. Et effectivement, on est passé par les plans cancer à une médecine autoritaire où nous n'avons plus le choix du droit du traitement. Voilà, effectivement, il faut trouver une nouvelle technique. Alors, l'autre jour, j'avais mis un mot comme ça, je sais pas, on parlait d'éthique, il y avait quelqu'un qui mettait sur un réseau social quelconque, est-ce qu'il y a encore de l'éthique en médecine? Et je venais de recevoir le bulletin national du Conseil de l'Ordre, je ne sais pas si vous l'avez reçu, où ils disent le médecin généraliste, comment le médecin généraliste s'adapte-t-il aux TIC? Et alors, c'était plus les TIC, c'était les TIC. Technique, informatique, communication. Je veux dire, ça dit tout, parce qu'effectivement, on veut absolument nous mettre dans les...
en boîte. On veut nous faire faire la médecine qu'ils ont envie, enfin ce qu'ils appellent la médecine, j'ose même plus donner ce nom-là à ce qu'on veut nous faire faire. C'est une médecine de robot. Le malade, il arrive, il a son, il vient parce que je sais pas, il a fait un scanner, il toussait un peu, on lui a envoyé faire un scanner pulmonaire et puis il arrive là, on a fait faire un PET scan, il y a petites choses qui fit ce PET scan, on dit ah bah si cancer métastatique poumon, bon ça fait tel temps, on va à la réunion de concertation pluridisciplinaire, on tape sur l'ordinateur, ça fait tel protocole et on passe au suivant. C'est ça la médecine actuelle. Hein. Alors évidemment, ces réunions de concertation pluridisciplinaire imposées par le plan cancer, des réunions qui avaient lieu avant, mais qui n'étaient pas formalisées, qui étaient avec les gens avec l'école on avait l'habitude de travailler. Tandis que ces réunions imposées là, où vous faites ça à 8h du soir, il y a 30 personnes, alors je sais pas, il y a peut-être des coins où c'est moins surchargé, je ne sais pas, mais enfin moi les collègues où au début je suis allée à quelques RCP d'adultes comme ça pour m'instruire. Au départ je me suis dit je vais aller m'instruire. Et quand j'ai vu qu'on passait 30 patients en une soirée, devant des petits fours quand même pour manger un petit peu après, enfin un petit labo au passage, bon enfin bon ça c'était un détail, et qu'on passait 30 personnes comme ça, 30 dossiers par personne en l'absence de son généraliste, en l'absence du patient, et qu'on décidait de son sort. Alors, il est clair, on vous dira qu'on peut défendre un patient, qu'effectivement le médecin qui présente le dossier peut dire bah oui mais quand même ce monsieur-là je le connais bien, il veut pas être opéré à tel endroit parce que je sais pas son père y est mort et ça. Donc c'est vrai qu'on peut ponctuellement défendre un patient pour qu'il soit pas intégré dans les essais, enfin les traitements standardisés, qu'il soit pas entré systématiquement dans les essais standardisés. On peut défendre un patient, mais les agences régionales de santé, les ARS, donnent les accréditations, enfin en d'autres termes l'autorisation d'exercer la pratique de la cancérologie aux établissements que dans la mesure où lorsqu'ils passent faire les contrôles, ils remplissent au moins 80% des patients sont rentrés dans les traitements standardisés. Donc si vous avez 30 collègues qui ont besoin de vivre aussi, qui ont besoin de manger, c'est quand même leur boulot aussi, ils vont dire oui, bah écoute, tu nous embêtes à toujours sortir les gens du système, là, finalement on va avoir des ennuis. Donc au bout d'un moment, puis on est fatigué, puis enfin, je veux dire, on peut pas résister tout le temps à un système aussi pervers que celui-là. Il faut, je veux dire, individuellement, à chaque patient, il faut vraiment qu'on résiste tous ensemble en disant que ce système est complètement aberrant et qu'il faut résister à la pouvoir bureaucratique absolument épouvantable qui s'est mis sur nous depuis les années 2000 et qui ne fait que s'aggraver, qui a touché beaucoup l'hôpital au début, l'hôpital public essentiellement au début, très discrètement, puisque nos collègues moi j'ai beaucoup travaillé avec l'UFML, je ne sais pas si vous les connaissez, mais nos collègues libéraux ne se sont pas complètement rendu compte à quel point on était complètement étouffé à l'hôpital. C'était en gros en 2000 déjà, quand un interne à Saint-Louis rentrait un malade aux urgences, il fallait qu'il applique s'il pensait qu'il y avait une infection, c'était telle association qui avait été imposée par le comité de lutte contre les infections nosocomiales avant, et c'était ça et pas autre chose. C'était déjà robotisé à l'hôpital public avec beaucoup de pression. Et là, depuis que les agences régionales d'hospitalisation ont été très transformées par la loi Bachelot en 2009 et appliquée en 2011 et en pratique dans les faits en 2011, les agences régionales de santé ont fait une pression pas possible sur les médecins libéraux aussi. C'est-à-dire que maintenant tout le monde est asphyxié de A jusqu'à Z. Moi j'ai des proches qui sont aussi bien en libéral qu'en public et c'est vrai qu'on n'a plus aucune liberté de soigner, ce qui est quand même absolument tragique, quoi. Voilà, bon, alors, parmi les causes, il y a eu évidemment ce problème de Big Pharma qui, dans les années 95, n'arrivait pas à faire de nouvelles molécules. Et ils trouvaient, ils faisaient des molécules qui se ressemblaient. Vous savez, c'est ce qu'on appelait les MeToo, les molécules voisines, cousines, copiées, MeToo, quoi, comme moi. Et puis ils avaient relancé beaucoup les vaccins à cette époque-là, dans les années 95. Et puis arrivé le miracle de la génétique. Et là, ils se sont dit, on a élargi les possibilités de précision sur le génome, on va trouver les mutations qu'il peut y avoir sur les cancers.
Et là, alors je ne sais pas si les gens ont cru au miracle, je ne sais pas honnêtement s'il y en a qui ont vraiment cru au miracle, qui a conditionné qui, mais en tout cas ils se sont dit, enfin, un certain nombre de gens et en tout cas des startups ont dit ah mais on a trouvé une petite mutation sur telle cellule de tel cancer, on va fabriquer une molécule qui marche, ou on va trouver dans toutes les molécules qu'on a une molécule qui marche sur cette mutation, on va guérir le cancer, en tout cas c'est ce qu'on nous a fait croire. Et alors curieusement ils se sont mis effectivement à mettre des prix absolument ahurissants à ces nouveaux médicaments, parce qu'il n'y avait quand même aucune raison de les mettre à des prix. Avant aussi, ils fabriquaient des médicaments. Pourquoi ils se sont mis à mettre des prix comme ça, défiant, voilà, alors il vous a mis 32 grammes pour l'or, et voilà, par gramme 5000 €, juste pour vous donner une idée, mais bon, peu importe. Et alors évidemment, il a fallu, on a rêvé avec cette génétique, ils ont beaucoup rêvé, je ne sais pas s'ils rêvent encore autant, parce que quand même on commence à voir que ça ne marche pas. Ils ont rêvé de soigner tous les cancers, évidemment, sur une mutation, de soigner des maladies chroniques, un sclérose en plaques, voilà, un certain nombre de maladies neurologiques. Et puis en plus, on s'est dit quand même, ce serait bien de soigner tout le monde, donc c'est le mythe de la prévention. J'en dis quand même un petit mot, parce qu'effectivement, du coup, on fait croire aux gens qu'on va tout prévenir en leur donnant des molécules pour ci, des molécules pour ça, parce que s'ils ont le malheur d'avoir donné leur sang pour qu'on leur fasse leur génome complet à eux, on va bien forcément leur trouver une ou deux anomalies qui pourraient se soigner et pourraient se cibler. Bon, c'est quand même absolument fabuleux. On va soigner de plus en plus de monde et tout le monde. Donc, et on fait de plus en plus d'examens et on trouve que les gens sont de plus en plus malades. Je veux dire, l'exemple le plus ahurissant, c'est le PET scan quand même, parce que on a eu l'échographie, le scanner et puis l'IRM. Et alors, chaque fois qu'on a eu les scanners, c'est quand même un merveilleux examen, le scanner, surtout maintenant, ils sont quand même très performants, et il n'y a pas beaucoup d'erreurs d'interprétation. Quand on dit c'est une tumeur au scanner, c'est une tumeur. Quand on dit c'est une tumeur à l'IRM, c'est pas toujours une tumeur, parce que l'inflammation, l'hypervascularisation, tout ça peut tromper. Donc, alors, ils sont additionnés. Je ne sais pas si vous voyez les malades, enfin, je ne sais pas si c'est comme ça par ici, mais en région parisienne, c'est clair. Les gens, ils ont tout. Ils ont l'échographie, le scanner, l'IRM et le PET scan. Et le PET scan, qui est estimé à 1200 €. Et qui en plus, et comme l'IRM a été longtemps, et l'est encore, n'est pas d'une fiabilité, si vous voulez, ça dépiste beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas toujours dire que c'est forcément de la tumeur. Or, ah oui, c'est catastrophique, parce que combien il y a de patients qui échappent, et c'est un peu ce qu'on essaie de dire en disant vraiment interroger, combien il y a de patients cancéreux qui échappent à la chirurgie, sous prétexte qu'au PET scan, il y a des petites choses qui fixent. Et ces petites choses qui fixent, c'est forcément des métastases, mais pas toujours. C'est des fois des trucs inflammatoires, en particulier chez les gens déjà un peu âgés, qui ont des rhumatismes, il y a souvent des choses inflammatoires. Donc on voit beaucoup de patients échapper à la chirurgie curatrice, parce que quand même les cancers du poumon qui sont là 10 ans, 15 ans après, c'est quand même ceux qui ont eu la chance de pouvoir bénéficier d'une tumeur localisée, puis d'un chirurgien qui était capable d'enlever en monobloc extradumoral en passant à l'extérieur la tumeur. Et vraiment, c'est des bonnes chances de guérison. Et combien on voit en ce moment de patients qui, on découvre un cancer du poumon, le radiologue dit oh, c'est localisé, c'est bien, on va pouvoir l'opérer, c'est-à-dire sinon on ne les verrait pas. Et puis le chirurgien dit oui, on peut l'enlever. Et puis 15 jours après, ou 8 jours après, il téléphone au patient, bah, on a été en réunion multidisciplinaire, on a dit qu'il fallait faire une chimio d'abord. Et ce patient, s'il ne résiste pas, éventuellement il est mort, enfin, entre guillemets, parce que il ne va pas bénéficier de la chirurgie d'emblée, il va bénéficier au sens humoristique du terme, enfin en tout cas large, d'une chimiothérapie, éventuellement d'un nouveau traitement avec des molécules plus ou moins risquées. Et puis la tumeur, elle va grossir, elle va pas. Enfin, bon, si elle grossit pas, tant mieux, on pourra l'opérer. Mais si elle grossit, on pourra plus l'opérer en monobloc et le malade aura perdu beaucoup de chances de guérison. Toujours en perte de chances de survie, hein, c'est jamais absolu pour un patient. Mais donc c'est gravissime, cette multiplication des examens dont la fiabilité est très relative. Mais franchement, les PET scans, les gens, ils en ont des kilos. Dans cette situation, il n'y a pas besoin de PET scan. Et même l'IRM, mais il faut bien avoir en tête que l'IRM, je vous le dis au passage, est extrêmement difficile à interpréter en post-opératoire ou en post-radiothérapie. Il y a quand même beaucoup d'erreurs d'interprétation sur les images.
À cause pas à cause du radiologue, hein, il y a des images anormales, mais le radiologue n'est coupable que s'il dit c'est la tumeur. Mais s'il dit il y a des anomalies, il n'est pas coupable. Mais voilà. Donc on multiplie les maladies, oui, bon, ça vous savez tous, hein, maintenant, en psychiatrie, les bouquins de classification de maladies psychiatriques, on est passé de, je sais pas, 50 maladies à 450. À chaque fois qu'on refait un bouquin de classification des maladies psychiatriques, ça s'augmente, on passe de 50 à 450. Et évidemment, le but, c'est qu'à chaque petite nouvelle maladie corresponde un médicament. Hein, vous n'osez pas parler en public, vous n'êtes pas bien, vous êtes fatigué, etc. C'est pas normal. Donc, on ne va pas vous dire, bah, vous allez finir par vous habituer, mais on va vous donner nos médicaments. On a modifié les taux des cholestérol, on a modifié le taux de la tension artérielle normale, on a modifié le taux de la glycémie. Tout ça, c'est pour donner les médicaments. Mais ça, c'était déjà avant la génétique. Alors maintenant qu'on peut trouver des mutations chez les gens, donc surtout, gardez votre sang et ne voyez pas votre profil génétique, parce qu'en plus, votre assureur, après, puisqu'il va avoir votre dossier grâce à la loi de santé et l'open data, toutes les données de santé vont être sont mises à tout vent dans tous les logiciels, vous savez ça, hein. Non, ah bah si, bah c'est une des principales mesures de la nouvelle loi santé, c'est qu'effectivement d'ouvrir toutes les données de santé à tout le monde de fait, à tout le monde officiellement, mais à partir du moment où ils sont sur beaucoup de serveurs, en général, on arrive à croiser et on retrouve, même si c'est anonymisé. Et de toute façon, ça va être donné à votre caisse de sécurité sociale, à vos assurances complémentaires, à vos assureurs, ça c'est dedans. À partir du moment où votre assureur, bah, la Matmut, elle va pas forcément vous assurer que votre santé, elle va vous assurer, je sais pas, votre voiture, je ne sais quoi. Enfin, je dis celle-là, j'en sais rien trop, mais enfin, il y a quand même beaucoup d'assurances qui font et la santé et le reste. Et donc vous allez... alors ils ont dit, c'est extraordinaire, parce que dans la nouvelle loi de santé, ils ont donné le droit à l'oubli pour les cancéreux. C'est très sympa, tu as le droit à l'oubli. Sauf que pour 5 ans pour les malades qui ont été malades pendant la France, et 10 ans pour les autres. Sauf que si tu as un cancérologue obsédé de faire des contrôles, et que tu fais des contrôles un peu souvent, ton assureur il va dire c'est bizarre ça, non? Pourquoi vous avez un scanner, je sais pas, de jambes tous les ans là? Bon. C'est évident que la surveillance n'est pas la même, enfin qu'il y a des moyens de déceler pour le... Si toutefois déjà c'est appliqué le droit à l'oubli. Mais admettons même soit appliqué, c'est vraiment... Voilà, donc on a trouvé, donc il fallait redonner des sous à Big Pharma et à tous les gens qui marchent avec. Il ne faut pas oublier, hein, on dit toujours c'est Big Pharma, mais Big Pharma, s'il n'avait pas de complice, c'est quand même pas Big Pharma qui nous oblige à prendre des médicaments, c'est pas Big Pharma qui fait les plans cancer, c'est pas Big Pharma qui oblige à se faire vacciner, c'est quand même l'État qui impose tout ça. Donc on le reverra demain, mais l'État effectivement est maintenant, c'est décrété dans la loi de santé, responsable de la santé. C'est plus les médecins, ils ne contrôlent plus ce que font les médecins. Nous sommes, avec la modification de l'article 1 de la loi de santé, nous sommes sous le joug médical de nos administratifs, ce qui est quand même en soi déjà hallucinant, parce que même s'ils sont parfaits, même s'ils sont de bonne volonté, même s'ils sont pas, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, c'est quand même pas leur métier, quoi. Je veux dire, c'est quand même assez hallucinant dans le concept même. Alors en plus, bah, plus on trouve de malades, c'est bien. Puis pour faire croire qu'il y a un fléau, bah, on fait des dépistages à tout va. Donc effectivement, on a beaucoup plus de cancers de la prostate en France qu'au Danemark. Je pense qu'il y a une grande différence de mode de vie des Danois et des Français. On a des kilos de cancer du sein en plus, alors qu'on guérit en gros, parce que bah, quand c'est des petits cancers qu'on n'aurait pas dépistés, etc., pour la plupart, ils vont aller bien, mais enfin, on transforme quand même ces gens en cancéreux, donc on leur fout quand même leur vie en l'air, au moins au point de vue psychologique, au moins un certain temps. Et puis alors sur la prostate, c'est encore pire, si j'ose dire, parce qu'effectivement, avec toutes les conséquences des interventions de la radiothérapie sur les cancers de la prostate qui n'auraient jamais fait parler d'eux si on les avait pas touchés, bon, on transforme quand même ces hommes jeunes, souvent, encore jeunes, quoi, 50, 55 ans, en impuissants, en incontinent, etc. Donc c'est pas rien du tout, alors évidemment, c'est toute une mise en condition d'une population qui a envie aussi, parce qu'évidemment, elle pousse la population, mais ça, je pense que c'est vraiment le rôle des émissions de télé, hein. Avant, les émissions de télévision médicales, ça représentait 14% du... Non,
Oui, 14% du temps, maintenant c'est 4%. Enfin, c'est... non, ça doit être l'inverse. Mais bon, ça a vraiment augmenté beaucoup le temps des... Bon, vous voyez bien, de toute façon, le temps des émissions médicales, maintenant, il y en a tous les jours, partout, dans toutes les chaînes, à Europe le matin. Enfin, tu prends la voiture à 11h30, tu as une émission médicale. Donc c'est une espèce... On a quand même surmédicalisé notre pays. Alors que si on n'est pas malade, il faut vivre normalement, quoi. Il faut aller voir le médecin le jour où on est malade. Et quel que soit le médecin, si j'ose dire. On n'est pas non plus obligé d'aller voir le naturopathe, le je ne sais quoi, l'ostéopathe ou je sais quoi. Je veux dire, la médecine, quelle que soit sa forme d'exercice, doit être, enfin il me semble, si les gens veulent vivre normalement et heureux, doivent être réservés aux gens qui sont malades, le jour où ils sont malades. Et là, on y va, bon d'accord, après on choisit ce qu'on veut, mais... Voilà. Alors effectivement, maintenant, vous savez comment ça se passe ou pas, je ne sais pas. Donc effectivement, en gros, je vous ai un tout petit peu dit quand même que les traitements sont imposés selon les recommandations nationales qui viennent d'en haut et qui doivent être appliquées dans l'établissement où vous travaillez. Parce que le problème, c'est que un des problèmes, c'est que l'accréditation, l'autorisation de travailler pour telle clinique, tel hôpital, tel service, de faire la cancérologie, elle est donnée pour l'établissement. Donc, c'est quand même extrêmement difficile de résister parce qu'effectivement, moi je disais souvent en oncologie pédiatrique, en plus en pédiatrie, vous savez faire, quand vous avez 40 ans, 4 enfants, vous savez pas faire autre chose quand même. Alors vous allez dire avec le patron, je suis pas d'accord de faire comme ça, je vais aller faire autre chose. Alors quand ça arrive, c'est vrai, quand ça arrive à un degré tellement insupportable, les gens y partent ou ils se suicident, ou vous savez qu'il y a 2,5 plus de suicides chez les médecins que dans la population générale. En ce moment, ils partent beaucoup à l'étranger. Et puis sinon, ils se taisent. Ils se taisent et puis éventuellement, ils commencent à mal supporter, à devenir en burn-out. Quand on est en burn-out, en épuisement professionnel, qu'est-ce qui se passe? On se dépersonnalise, on en devient froid le plus possible c'est le stade d'avant le suicide, mais c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a un certain nombre de collègues qui n'en peuvent plus et qui sont extrêmement froids avec les patients. Et moi, je leur dis toujours aux gens... pas votre médecin qui est froid, c'est votre médecin, il n'en peut plus et il ne sait pas comment sortir du système. Donc aidez-le aussi en rediscutant avec lui, en disant mais moi je veux pas forcément qu'on m'applique ce qu'on vous a demandé de faire comme robot. Est-ce que si vous, à la limite, vous dites à votre médecin, moi je veux pas expérimenter cette nouvelle molécule, vous dites moi je veux un vieux traitement. Il va aller le dire à la réunion de certainement pluridisciplinaire. Et puis s'il y en a plus qui font ça, ils vont résister. Je veux dire, la résistance, c'est contagieux aussi. Donc je pense que c'est important que les malades se rendent compte aussi que dans l'état de dépression profonde dans lequel sont un certain nombre de cancérologues, en tout cas, je parle quand même surtout de ce que je connais, mais apparemment les généralistes, c'est pas un meilleur état, je crois. Mais parce qu'ils se suicident beaucoup aussi, c'est quand même un bon critère pour voir que les gens sont en mauvais état. C'est parce qu'effectivement, on nous impose. On voudrait nous imposer, mais on peut encore résister, mais on voudrait nous imposer. Donc, effectivement, l'Institut de l'INCa, c'est l'Institut national du cancer, qui a été fondé en 2003 au moment du premier plan cancer, qui a été mis en marche dans les années 2005 et qui était normalement... C'est un groupe d'intérêt public où il y a des gens qui sont à la fois publics-privés dans la gestion. Et, si vous voulez, la règle, la norme, je ne sais pas, vous voulez l'appeler, c'est de rentrer les gens le plus possible dans un essai thérapeutique. Si vous allez sur le site du plan de l'INCa, où il y a les recommandations du plan cancer, les buts du plan cancer, le premier en 2003, on disait encore que c'était pour améliorer la survie, mais depuis ils nous disent que non, c'est trop court, c'est trop tôt pour voir si ça a eu le temps d'améliorer. Et ils disent que le critère pour que ça aille bien, c'est d'entrer le maximum de patients dans les essais thérapeutiques. Et vous êtes bon si... et là, ils vous disent qu'est-ce que c'est bien. On a augmenté le nombre de patients entrés dans les essais thérapeutiques. Et puis on vous dit c'est bien. Puis alors si vous tapez comme patient, on vous dit c'est bien d'être dans un essai. On vous a surveillé de plus près, ce qui est vrai, parce qu'ils leur font je sais pas combien d'examens complémentaires. Surveillés entre guillemets, pas cliniquement, on est sur les examens complémentaires, donc ils en auront leur PET scan tous les mois, etc. Bon, souvent, moi je crois que c'est mieux quand ils refusent et que finalement on les renvoie dans le petit hôpital du coin où ils n'ont pas tout ça en plus, c'est pas plus mal parce qu'au moins ils ne supporteront pas toutes choses qui sont pas anodines et puis qui sont lourdes pour le vécu quotidien, même si c'est pas forcément dangereux, mais voilà. Donc le but du plan cancer,
des plans cancer successifs qui continuent à se multiplier, c'est d'entrer le maximum de gens dans les essais thérapeutiques. Alors je ne sais pas si c'est... non, je ne l'ai peut-être pas mis, mais pour vous donner un exemple, chez les enfants, dans les années, dont je vous rappelle qu'on savait guérir plus de 3/4. Dans les années 2008, il y avait à peu près 800 essais thérapeutiques faits chez les 1700 enfants atteints de cancer de moins de 15 ans. C'est le chiffre qui ne bouge pas beaucoup. Hein. Et en 2012, eh bien, on est passé à 2120 essais thérapeutiques pour 1700 enfants. Et en 2014, c'est encore ça, on doit être à 2400. Je crois que le chiffre, il est peut-être dans l'autre diaporama, qu'on verra demain, c'est pas grave. Mais en tout cas, les chiffres, bon, c'est tout ordre-là, on n'est pas à 40 près. Ça veut dire que chaque enfant atteint de cancer, maintenant, entre au moins, en moyenne, subit au moins un essai thérapeutique et demi. Alors qu'il y avait quand même des traitements éprouvés qui marchaient. Ce qui montre qu'effectivement, elles sont très contentes parce que, et c'est pour ça qu'effectivement, il fallait faire disparaître toute unité d'oncologie qui n'acceptait pas ça. Ils voulaient simplement donner aux patients les traitements éprouvés qui marchaient avant d'éventuellement les rentrer dans un essai si on était en échec. C'était pas le problème de ne pas faire d'essai, c'était le problème de ne pas faire d'essai en première intention quand on sait guérir les gens. Et ben ça, c'est plus le cas. Il n'y a plus de solution en France, hein, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a plus de solution en France pour les enfants pour avoir droit ne serait-ce qu'au traitement. Et je vous parle que de médecine académique, hein, je parle de médecine académique, à l'hôpital universitaire, je parle même pas de médecine alternative, là, hein, je parle vraiment d'avoir le droit de donner aux gens les traitements académiques démontrés efficaces, publiés depuis 30 ans, avec des résultats et des courbes de survie. Voilà, alors l'atmosphère ambiante, oui, est mauvaise en plus. En gros, alors maintenant, je ne sais pas si c'est toujours tout à fait autant, parce que je suis à l'hôpital, mais il y a eu toute une période où vraiment, sitôt que ça ne marchait pas, on poussait à l'euthanasie, en tout cas chez les enfants. Ah, bon, vous le ramènerez quand il ira pas bien, etc. Et puis, mais maintenant, là, ils ont inventé quand même qu'on peut faire des essais précoces partout. Ça s'appelle plus des essais, d'ailleurs, ça s'appelle du traitement précoce. Et donc, on trouve toujours tous ces patients à qui il fallait soi-disant pas faire de traitement, que c'était de l'acharnement thérapeutique, maintenant ils ont droit au traitement précoce, aux molécules nouvelles en essai. Alors, on va y revenir, mais effectivement, ces nouvelles molécules, comme on dit plus que c'est des essais, elles sont faites sur des essais pivots. Des études, voilà, c'est des études pivots maintenant, on est dans l'étude pivot. On n'est plus essais phase 1 ou phase 2. On dit études pivot qu'on fait sur 100 à 150 ou 200 malades selon la fréquence de la maladie en cause. Si c'est des maladies très rares, 100 malades, ça suffit largement. Études pivot, donc faites par le laboratoire, analysées par le laboratoire sur des critères devenus subjectifs, c'est-à-dire qu'au lieu... je dis avec la loi, le travail, ça m'a inspiré parce que je dis c'est vraiment l'inversion des normes, de la hiérarchie des normes qu'on a là en cancérologie. Parce que autrefois, jusqu'aux années 2000-2005, quand vous publiez des résultats de soit d'essais thérapeutiques, soit sur une molécule, soit sur un traitement global, vous publiez vos résultats à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Et vous disiez, bon, avec le traitement classique ancien, il y avait par exemple 40% de survie. Avec mon traitement nouveau, j'ai 60% de survie globale à 5 ans. La survie globale, ça veut dire de malades guéris à 5 ans ou à 10 ans. Ça, c'était bien quand même. C'était quand même un critère objectif. On ne pouvait pas beaucoup trier sur les morts et les vivants quand même. Bon, de temps en temps, on pouvait exclure quelques patients pas suivis. Mais enfin, en gros, ça donnait une vraie idée de l'efficacité, soit d'une molécule, soit d'un ensemble et d'une combinaison. Et non, depuis les années 2005-2010, et là, nous, on a découvert ça quasiment en faisant le bouquin, parce que c'est hallucinant. On analyse maintenant l'effet des nouvelles molécules qu'on vous dit miracle, là, celles dont vous entendez tout le temps parler, c'est qu'il y a une nouvelle molécule miracle. En 2005, c'était l'Avastin. En 2010, journal télévisé de 20 heures en 2005, en 2010 il n'y aura plus de cancer, les gens perdront plus leurs cheveux, on leur donnera des médicaments par la bouche, et c'est fini de vomir, etc. On a des traitements qui ciblent et tout ça. Bon, c'est bien de rêver,
c'était sympa, on a tous un peu rêvé avec, je dois dire quand même. On s'est dit peut-être ça va vraiment marcher. Enfin, c'est vrai, ils nous ont fait une telle pub qu'on a tous quand même rêvé, un peu espéré, même si on disait c'est un peu trop beau pour être vrai, mais quand même. Et toutes ces nouvelles molécules, soit les molécules qui visent les vaisseaux, la vascularisation des cancers, ce qu'on appelle les anti-angiogenèses, contre les angios, c'est les vaisseaux. Soit ces molécules-là, soit les molécules ciblées sur une mutation d'une cellule du cancer qui par définition est hétérogène d'ailleurs, donc on sait bien que toutes les cellules d'un cancer n'ont pas toutes la même mutation, mais ça fait rien, on a fait comme ça. Les essais de ces nouvelles molécules sont faits sur des études pivots, analysées à 2 mois, à 4 mois, sur les critères subjectifs d'une stabilisation ou d'une régression d'une tumeur visible sur une radio. Cliniquement, mais enfin sur un critère subjectif. On a donc remplacé l'autorisation de mise sur le marché après de longs essais, phase 1, phase 2, phase 3, qui duraient, c'est vrai, 5 ans, 10 ans, des fois, enfin c'est vrai que c'était long et lourd, par une autorisation de mise sur le marché qu'on appelle temporaire, rapide, après quelques mois, donc ils font des études sur 2 à 4 mois, donc le temps qu'ils donnent l'autorisation, c'est 12 mois, 18 mois. Et bon, vous pouvez aller lire dans les explications par la Haute Autorité de Santé de l'autorisation de mise sur le marché qu'on appelle temporaire, évidemment temporaire, parce que bon, quand même, on se doute bien qu'il faudra réanalyser 4-5 ans plus tard. Et quand vous voyez 4-5 ans plus tard, vous voyez qu'en fait, ces molécules n'ont pas donné de différence sur la survie des gens. Bon, l'histoire des nouvelles molécules, on va passer dessus. On a rêvé, et puis on a rêvé d'un miracle, et en fait, le miracle, il a été financier quand même. Parce que ces nouvelles molécules, elles sont, pour la France, enfin en tout cas pour la France ici, elles sont financées par la Sécurité sociale qui paye directement sur ordre du ministère aux firmes pharmaceutiques, en dehors du financement habituel des médicaments chez les malades hospitalisés. Vous savez, depuis la tarification à l'activité, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, quand vous êtes hospitalisé dans un service, maintenant, je ne sais pas, 5 jours, un enfant 5 jours pour une chimiothérapie, par exemple, l'hôpital va toucher 5 000 € pour cette chimiothérapie, si le patient est simple, qu'il n'a pas une surinfection, qu'il n'a pas un handicap, enfin bon, s'il a tout ça en plus, ça sera 10 000 € pour ces 5 jours. C'est une somme, un forfait global, d'accord ? Ça, c'est de la tarification à l'activité. Mais cette tarification à l'activité, l'hôpital, le directeur de l'hôpital doit payer là-dessus les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, les médicaments, je sais pas moi, les couches, les fabuleux repas qui reviennent à 2 €, etc. Donc, c'est global. Donc, comment voulez-vous, effectivement, ils ont quand même réalisé qu'il n'était pas possible qu'en finançant comme ça les hôpitaux, donc c'est des tarifications, ça s'appelle les groupes homogènes de malades, ils essaient de voir à peu près sur toute la France, dans les hôpitaux à peu près équivalents, pour une chimiothérapie à peu près équivalente, que tout le monde ait la même somme allouée à l'hôpital. Mais ils ne pouvaient pas entrer là-dedans des médicaments à 50 000 ou à 100 000 € l'année. C'était impossible. Vous aviez vos 5 000 € pour votre cure et pour payer vos infirmières et tout ça, et votre médicament qui valait 10 000. Donc ils ont inventé ce qu'ils ont appelé, ça a été fait au ministère de la Santé, non, même pas au ministère, ça a été fait chez Chirac, carrément à l'Élysée. Ils ont inventé en 2003, au moment du plan cancer, la liste en sus des groupes homogènes de malades. Je vous avais dû expliquer ça dans le cancer un Théo qui rapporte. Et groupes homogènes de malades en sus. Donc, tout ça, c'est payé à part. Et au début, c'était 1,5 milliard d'euros. L'année dernière, enfin en 2013, ça devait être 2,8 milliards d'euros. Donc, pour l'année 2013, payé à Big Pharma par la Sécu pour ces molécules en cours d'expérimentation, puisque vous avez vu, on vous donne l'autorisation temporaire de mise sur le marché après une étude pivot, qu'on n'ose plus appeler essai, faite sur 150-200 malades, et qui a montré une efficacité subjective, qu'on confirmera ou pas. En gros, vous allez voir que c'est ou pas, souvent, et dont, évidemment, les effets secondaires, on n'a pas eu le temps beaucoup de les étudier, parce que sur 200 malades, voilà. Donc, on a eu aussi pas mal de mauvaises surprises pour ces nouvelles molécules, parce que non seulement elles sont à des prix délirants, ce qui est déjà délirant,
Elles sont remboursées par la Sécu en plus, donc de 2 à 3 milliards d'euros. Toutes les fois on dit qu'on veut faire des économies de Sécu, on peut vous trouver 15 milliards tout de suite. Hein. C'est assez facile. Il n'y a pas beaucoup de politiques qui veulent l'entendre. Mais c'est assez hallucinant. Et donc voilà, on est arrivé dans ce système absolument aberrant. Et nous, on s'est dit, c'est bien, les syndicats cancérologues, là, il y a un mois ou deux, ils ont fait un appel pour dire le prix de ces nouvelles molécules est aberrant. Très bien. Maintenant, est-ce qu'elles servent à quelque chose? Alors, c'est l'alliance de pouvoir, oui. Alors, si vous voulez pas me croire sur parole, on le voit pas bien, mais c'est pas grave. Il y a un monsieur qui s'appelle Peter Gutsch, qui est un patron danois de médecine interne et qui, en fait, fait partie je crois même qu'il doit être un dirigeant du groupe dont le nom m'échappe, du groupe Cochrane. Le réseau Cochrane, c'est ça, Cochrane, ça s'appelle, qui en fait sont des spécialistes qui font des méta-analyses, c'est-à-dire qui font des analyses, ils appellent ça comme ça, de l'ensemble de la littérature internationale sur une maladie. Donc ils regardent 50 articles sur le traitement du cancer du poumon, non à petites cellules, de stade 1, etc. Et puis après ils analysent. Donc bon, c'est pas des amateurs. Et ce monsieur a écrit quand même ce livre en 2013 qui s'appelle Médecine mortelle et mafia organisée, quoi, en fait, et crime organisé. J'aurais pas osé lui donner ce titre-là, moi, hein. Je lui en laisse la responsabilité. Mais oui, c'est ça, c'est la mafia médicale. Alors, il y avait déjà eu des bouquins écrits par une Canadienne en particulier qui avait appelé ça, je crois, la mafia médicale et qui a eu beaucoup d'ennuis d'ailleurs. Mais là, c'est vraiment un patron et puis au nom quand même d'un gros groupe quoi, de médecins, là encore universitaires, académiques. Quoi. C'est pas des gens qui disent ah la médecine académique, on s'en fiche, c'est pas bien. C'est vraiment des gens du sérail au sein du médecin qui ont fait ce travail d'analyse comme nous on le fait. Hein. Moi, je suis pas en train du tout de démolir la médecine académique. Au contraire, je dis elle marche, mais on vous la donne plus. Et c'est ça mon combat. Moi, je suis bien trop vieille pour étudier toutes les médecines alternatives qui existent probablement, quand sûrement les résultats, etc. Mais chacun son boulot, parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. Donc moi mon regret le plus fort, et c'est ça, c'est le message que je veux donner, c'est de dire il y a des traitements qui marchent, et moi je veux dire quand même statistiquement, les malades cancéreux que j'ai vu guéris, c'est quand même tous des malades qui ont eu des vrais traitements de chimiothérapie, plus chirurgie monobloc extratumorale bien faite, plus ou moins radiothérapie, mais enfin chez l'enfant on faisait quand même. Bon, c'était essentiellement de la chirurgie de haute qualité associée à de la chimiothérapie classique de haute qualité, adaptée, regardée, comme l'huile sur le feu, en regardant les toxicités mais aussi l'efficacité, pas en donner trop mais il faut en donner assez quand même. Enfin bon, évidemment qu'il faut faire pour guérir des malades, il faut faire ça comme les chefs de cuisine, ils font de la haute couture, enfin de la haute cuisine, et puis les autres ils font de la haute couture. On va pas faire du tati, avec tout le respect que je peux avoir pour tati, ça a sûrement été utile à beaucoup de gens, mais on peut pas faire de la médecine pour guérir 80% des patients si on fait pas de la médecine au lit du malade, justement qu'on parle, qu'on touche, qu'on regarde, qu'on voit les effets secondaires, qu'on donne assez, bon. Et cette médecine académique, moi c'est celle que je défends, encore une fois, ça n'attaque pas les autres, ça n'attaque pas mes collègues, ça attaque le système qui nous empêche de la faire. Je veux dire, je n'avais pas une envie folle d'être à la retraite, mais je suis quand même contente d'y être parce que je ne vois pas comment je pourrais survivre tous les jours à ne pas pouvoir faire la médecine que je sais exister. On n'en est même plus à découvrir. Souvent, il y a des collègues un peu partout qui me disent ah, tu pourrais faire ci, toi. Enfin, ou défendre ça, mais je dis on n'en est pas là. De toute façon, on ne peut pas faire ce qu'on pense être bien. Donc, il faut d'abord qu'on retrouve notre liberté de soigner ensemble. Puis après, chacun choisit en fonction de ses connaissances et donne ce que l'arrêt Mercier de 1936 dit aux patients et dit aux médecins devant les tribunaux. Nous devons donner à nos malades les meilleurs soins possibles en fonction des données acquises de la science. Et acquises, c'est pas une étude pivot faite pour 6 mois. Même si c'était un médicament miracle, c'est pas, admettons même qu'il le soit, c'est pas les données acquises de la science, c'est le début d'une expérimentation. Moi, ça me gêne pas que les gens l'acceptent, d'ailleurs. Ça me gêne pas du tout. Ce qui me gêne, c'est quand on leur dit non, non, c'est ça et puis pas autre chose. J'ai une dame hier encore qui m'a raconté, mais c'est fabuleux, quoi, la façon dont on leur répond. Alors, je vous dis, là, c'est la dépersonnalisation. Puis, effectivement, le médecin robotisé, cancérologue, qui peut pas faire autrement, sinon il se fait virer. Je veux bien lui donner une excuse devant un tribunal, mais n'empêche que pour le malade à qui on a dit on peut pas faire autre chose,
c'est quand même très très embêtant. Donc les données acquises de la science, c'est ce qui a été démontré, efficace, publié depuis longtemps, et voilà. Maintenant, les progrès, ils ne sont pas toujours des données acquises. Il faut, à mon idée, les donner seulement aux patients qui n'ont pas été guéris par les données acquises de la science, et surtout en connaissance de cause. Le deuxième combat que j'ai essentiellement, c'est de dire aux gens, obtenez le consentement éclairé, exigez un consentement véritablement éclairé. Vous me proposez telle molécule, bon, très bien, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous avez comme résultat sur cette molécule? Alors, on va vous donner une jolie brochure bien glacée, il y en a bien un certain nombre, qui vient directement du labo, et où les courbes sont interprétées de façon tout à fait subjective, si j'ose dire. Bon, il faut essayer d'en faire dire plus à votre cancérologue, là aussi. Vous allez aussi lui redonner une existence. Il va sortir de son personnage de robot, il va être content de pouvoir exister à nouveau et de voir qu'un malade, il a confiance en lui et qu'il n'a pas besoin de 25 oncologues en réunion pour dire ce qui est le mieux pour lui, que peut-être quand même il peut appliquer son métier, quand même quelque part, ils ont quand même fait 15 ans d'études, ces gens-là au minimum, et ils n'ont plus le droit d'exister. Hein. Donc, consentement éclairé, ça veut dire, voilà, pour votre maladie au stade où vous en êtes, avec l'état dans lequel vous êtes, votre âge, votre aménagement, etc., vous avez, il y a tel traitement, qu'est-ce que vous m'auriez donné il y a 5 ans ou 10 ans? Ou qu'est-ce que vous me donneriez si vous étiez tout seul et que vous n'avez pas cette nouvelle molécule? Bon. Et puis là, normalement, ils doivent vous dire les résultats statistiques de la maladie. Alors, vous n'êtes pas une statistique, certes. Mais tout de même, c'est intéressant de savoir qu'avec tel traitement, on guérissait 80% des gens ou 60%. Et avec cette nouvelle molécule, là, vous voulez que je prenne? Ah bah, je sais pas, c'est trop tôt. Bon, alors là, c'est à vous après. Moi, j'ai rien contre que les gens ils prennent leur nouvelle molécule tout de suite, parce qu'il y a des gens qui aiment ça, l'innovation. Il y a des gens, ah c'est bien, j'ai de la chance. Bon, s'ils n'ont pas trop été manipulés dans leur accord, c'est bien. S'ils veulent, moi, ça me gêne pas du tout. Alors, donc Goethe, hein, je vous recommande Goethe. Alors, je vous l'ai donné en anglais, mais il a été traduit par les Canadiens en français. Ça s'appelle Remède mortel. On vous le donnera. Ça s'appelle Remède mortel et alors je sais plus la suite, crime organisé. Je sais plus comment ils l'ont traduit la fin. Mais bon, peu importe. Il existe en français maintenant. Alors, oui, quand même notre combat, c'est aussi de dire que c'est bien de vouloir faire l'innovation. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs, nos ministres pensent toujours que l'innovation, c'est toujours mieux que ce qu'il y avait avant. C'est pas forcément vrai. Hein. Ce qui vient après, c'est pas forcément mieux. Ce qui se passait en 42, c'était pas mieux que ce qui se passait en 39. Enfin, il me semble. Bon, maintenant, je suis peut-être d'une autre planète, mais... Donc, c'est pas parce que c'est nouveau que c'est forcément bien. Ça peut donner un espoir, mais c'est pas pour ça que c'est forcément bien. Et... voilà, ça on peut passer parce qu'effectivement on vous raconte que ça va être formidable, on perd plus ses cheveux, on ne voyait plus, etc. Ce qui est manifestement pas vrai. Voilà, donc effectivement on voulait montrer parce qu'on va vous montrer plein de courbes après, donc je sais pas forcément, vous n'êtes pas forcément habitué à voir ces courbes-là, mais vous voyez quand un traitement, en gros, en ordonnée là, vous aviez les survies en vie, c'est-à-dire de gens qui étaient vivants, et en mois en bas. Hein. Donc quand vous aviez un traitement A qui était plus haut que le traitement B, c'est que ça marchait mieux. Bon, allez, passez vite. Là, on parlait de différences significatives. Passez vite quand même, parce que c'était juste pour vous montrer une ou deux courbes, parce que je ne sais pas du tout à qui je m'adresse en fait. Hein. Donc il y a peut-être des tas de gens pour qui c'est évident. Voilà, alors nous on a été fiers de montrer des belles courbes comme ça, vous voyez. 90% de guérison, là, à 24 années, ça fait plaisir. Donc là, vous voyez, vous avez guéri des gens, c'est des vraies courbes avec des vraies guérisons. Voilà, et voilà, alors donc vous aviez les malades qui avaient de la chimiothérapie et ceux qui n'en avaient pas, avec les probabilités de différence. Bon, vous voyez, ceux qui sont en bas, c'est ceux qui mourraient tous, et puis ceux qui ont commencé à guérir, il y a vraiment une grosse différence. Et donc, ça c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure. En gros, on disait que les gens étaient guéris quand ils étaient à 5 ans d'absence de maladie décelable. Alors ça c'est un peu modifié avec justement l'apparition des PET scans, des machins. Maintenant on leur trouve toujours des petits trucs en plus, qui est affolant, parce que des gens qui sont manifestement en rémission, on leur trouve une petite récidive, on leur colle une molécule, parce que comme c'est juste une toute petite récidive, on vous va donner une molécule, et de temps en temps, 3 semaines après, ils sont morts d'accident.
de cette nouvelle molécule. Donc ça, il faut vraiment résister quand vous allez bien, que vous avez repris votre boulot, que vous êtes en forme, soit résister aux examens complémentaires, ou en tout cas résister, mais une fois quand vous élites, vous avez quelque chose, ça va être très très difficile de résister à un traitement. En tout cas, il ne faut pas accepter de nouveaux traitements dans ces cas-là, parce que c'est... Ah ouais, non, mais j'ai plusieurs exemples. Hein, alors, on dirait, c'est pas de chance, d'accord. Et puis, évidemment, c'est ceux-là qui marquent. Mais enfin, c'est un de trop. Hein. Je veux dire, quand on en connaît plusieurs, c'est un de trop. Donc, on était à 5 ans de survie globale. Et alors là, je vous ai raconté ça. Donc, effectivement, on abandonne, on a changé les critères. Mais on a changé les critères d'évaluation d'une nouvelle molécule. C'est hallucinant. Je veux dire, moi j'ai eu du mal, hein, c'est mon mari qui a surtout plongé là-dedans au départ, et j'avais du mal à comprendre, parce que, je veux dire, accepter l'idée qu'on pouvait brutalement passer l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament qui a été attribué sur la survie, pas forcément sur la survie à 5 ans, mais enfin au moins sur la survie globale, et on était passé à des critères objectifs sur une radio à peu près stable. Et on vous donnait l'AMM. Et alors, je pense que je ne l'ai pas mis là parce que j'ai dû l'avoir peu de temps après. J'ai reçu, je ne sais pas si je l'ai mis quelque part sur Facebook peut-être, ou j'ai mis sur Twitter, j'ai reçu quelqu'un qui m'a informé que l'Agence européenne du médicament était en train de vouloir étendre ce système à tous les médicaments. Là, on était en cancérologie, dans des maladies supposées mortelles, etc. Donc, où on autorisait n'importe quoi, pour aller très vite. Mais non, maintenant, ça va être sur tous les médicaments. Et ils appellent ça l'AMM fractionné. Et ça va être autorisé là en juin 2016. Alors guettez, hein, c'est l'EMA, c'est la européenne, mais c'est extraordinaire. Ah, ils ont quand même. Moi j'ai une admiration de son nom parce qu'ils ont quand même beaucoup d'imagination. Ils sont quand même. Non, c'est. Donc guettez la transformation, l'autorisation de mise sur le marché par l'Agence médicale européenne, donc EMA, qui va arriver dans ces temps-ci là en juin 2016. AMM fractionné. Autorisation de mise sur le marché fractionné, temporaire, comme ils disent à chaque fois, vous allez voir les autres, là ils nous disaient temporaire, qui sera conditionnel, on reverra dans 2 ans, dans 5 ans, et puis on voit bien que le conditionnel, il dure, hein. 5 ans après, l'Avastin dont j'ai parlé tout à l'heure, l'Avastin est démontré inutile dans les cancers du sein métastatiques, inutile dans le cancer du poumon, etc. Y compris aux USA, hein. La FDA a dit que ça ne servait plus à rien, mais ils ont quand même résisté, enfin traîné avant de le supprimer, l'autorisation de rembourser par Medicare, parce qu'il y avait des associations de patients bien chauffées par les labos qui disaient on ne donne plus, parce que ben oui, les patients, si le labo chauffe en disant c'est pas vrai, c'est votre gouvernement qui est pas gentil, qui veut pas rembourser, on voit bien en Angleterre, il y a un moment ils remboursaient pas, je crois que là ils ont vachement élargi, mais ils remboursaient pas toutes ces mauvaises, c'est un lapsus, excusez-moi, nouvelles molécules, et ils se faisaient traiter de tous les noms, c'est le NICE, oui, en Angleterre, de pas vouloir payer 50 000 € une molécule dont il n'y a pas d'efficacité démontrée. Et c'est vraiment, c'est hallucinant, quoi. Alors alors évidemment, on est au temps de Homo la flux blanc pour les anciens. Les nouveaux, ils savent pas ce que c'est qu'Homo, mais les lessives. Ouais, c'est vraiment la publicité de base qui est appliquée à nos nouvelles molécules. Ah oui, alors j'ai oublié l'Avastin qui ne sert à rien, j'ai pas fini ma phrase. C'est quand même toujours 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, actuellement. Enfin, peut-être l'année dernière, il faut le temps qu'on ait les chiffres, mais 2013-2014. On sait depuis 2010 que ça ne sert pas, et il y a quand même 6 milliards de chiffre d'affaires. Hein, pour ceux qui ne resteront pas jusqu'à la fin, je dis toujours, je conclue, quand j'y passe, ne soyez pas malade et achetez des assurances Sanofi. Merde, je sais pas. Ah bah oui, mais j'en rajoute pas, c'est hallucinant. Alors voilà, cancer, la révolution. Mais on ne se fout pas de notre tête, et puis c'est quand même... Bon, une revue La Recherche, a priori, c'est une revue qui est supposée un petit peu sérieuse. Mais maintenant, elles sont toutes achetées. Je veux dire, c'est le problème d'ailleurs des revues médicales de renommée mondiale. Je sais pas, le Lancet, le Journal of Clinical Oncology, le Cancer, etc. Toutes ces revues-là, maintenant, pour publier, d'abord, il faut payer. C'est hallucinant, depuis 2009-2010, pour vous envoyer un article de recherche, il faut payer. Déjà, ça trie. C'est hallucinant.
Vous payez pour soumettre, hein. C'est absolument hallucinant. Et puis, évidemment, en plus, ils n'acceptent que les essais randomisés. Donc, toutes les études prospectives qu'on pouvait faire sur, je sais pas, les 50, 70 gamins qu'on avait traités, par exemple, je voudrais publier, moi, mes résultats à 30 ans, par exemple. Ce serait pas inintéressant. Je pourrais jamais publier ça dans une revue... classique. Bon, maintenant, vous allez me dire, je vais le mettre sur Internet, mais enfin, c'est pas pareil. Et on me dira, vous n'avez pas publié dans les 15 dernières années. Ça a été un des grands arguments, d'ailleurs, pour nous fermer si on n'avait pas publié. Bah oui, on fait pas d'essai. On fait pas d'essai avec tirage au sort du malade qu'on traite ou du malade qu'on traite pas. On paye pas la revue. On n'a pas de médicament qui fait la pub dans ces revues, parce que je sais pas si vous en avez vu déjà, mais vous avez 30% des pages qui sont de la publicité pour ces nouveaux médicaments. Et on voit ça. Alors, on voit ça, évidemment. Alors, le jeu favori de Gérard de Lépine, c'est quand même de trouver les liens d'intérêt. On ne va pas dire les conflits, on va dire les liens. C'est ça, hein. Des gens qui disent des choses comme ça. Plus efficaces, avec moins d'effets indésirables. Et alors, vous voyez, par exemple, ce charmant monsieur, bah voilà, il travaille pour tous ces labos-là. On n'arrive pas à savoir combien il touche, parce que ça, c'est pas dans les... Mais ouais. Moi, je veux bien que ce ne soit pas des conflits d'intérêts, que pour être compétent, il faut qu'ils travaillent, parce que c'est ce que nous disent nos ministres et les agences du médicament, etc. Ils disent pour être compétent, il faut qu'ils aient des liens avec les labos. Waouh, enfin, il y a peut-être degrés de liens quand même. Hein. Et alors, en plus, pour avoir ces liens d'intérêt, hein, c'est une recherche de trésor quand même, hein, parce que normalement, il y a un site transparence maintenant depuis la loi de Xavier Bertrand et les décrets d'application de Marisol Touraine de 2013. Il y a un lien, mais le lien je vous êtes étonnés, le lien du ministère de la Santé, bon, on ne trouve rien dedans. Et nous, on arrive à trouver ça sans les masses de fric qui touchent. Parce que sur les revues dont je parlais quand même, le Journal of Clinical Oncology et Cancer, là, les revues américaines, ils sont quand même obligés depuis quelques années de mettre en bas consultant. Et alors il y a des fourchettes que vous allez toucher entre 1 et 100 000 $, 100 000 $, je ne sais combien. Mais en France, je vous le dis quand même, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps d'aller jusqu'au bout, parce qu'on pourrait parler toute la nuit. En France, depuis cette loi et ces décrets d'application, la loi de Xavier Bertrand, c'était 2001, suite au scandale du Mediator. Les décrets d'application ne paraissent pas tout de suite et on pousse un peu Marisol Touraine. On les sort en octobre 2013, je crois, si je ne m'abuse. Et là, on dit que, enfin, on confirme que si on est invité par AstraZeneca à déjeuner pour 30 €, eh ben, on doit le déclarer. Pourquoi pas? Bon, ça me choque pas qu'on doit le déclarer, qu'on a été invité voilà, par AstraZeneca, qu'il nous a payé un voyage à Lascaux, la chambre à Lascaux, ça. Bon, alors ça, vous trouvez quand même des 5 000 € par-ci, 5 000 € par-là. Mais si ce même monsieur ou femme, au cours de ce déjeuner, a signé un contrat avec ce laboratoire comme consultant pour 200 000 € l'année, ça, c'est couvert par le secret des affaires. Comme dit le monsieur, ils sont quand même bien, organisés. Et le secret d'affaires, vous en entendez parler en ce moment, c'est un scandale sur lequel on revient par rapport effectivement aux pesticides. Enfin bon, c'est vrai pour tous les domaines. Hein. C'est le problème du lobbying à Bruxelles. Et donc, si vous voulez, les gars qui ont les patrons, c'est souvent des patrons, enfin d'autres, peu importe, les médecins qui ont des liens forts d'intérêt avec ces gens-là. On sait qu'ils sont consultants chez machin, qu'ils sont consultants chez chose, mais c'est tout. Hein, parce que le reste, c'est que le secret des affaires. Mais enfin, quand même, des fois, ça nous fait tiquer sur leur objectivité. Mais nous avons très probablement mauvais esprit. Bon, alors, le seul problème qui se posait, c'était est-ce que c'est utile aux malades? Et ce qui nous a absolument fascinés et poussé à faire ce bouquin, c'est le problème majeur, c'est la discordance, effectivement, entre la réalité de ce qu'on nous racontait et puis tout ce qu'on voyait autour de nous, parce que effectivement là, il ne s'agissait plus de cancer pédiatrique, il s'agissait de cancer du sein, cancer du poumon, etc. Et bon, comme on est dans les gens qui répondent assez facilement aux gens qui nous envoient des emails, on a eu, puis aux collègues avec lesquels on continue à discuter, on a été quand même assez fascinés par la discordance, pour le moins, entre la publicité et le médicament miracle, le prix et l'efficacité. Donc c'est pour ça qu'on a étudié un petit peu ça, et qu'on a mis quelques exemples là. Et dans les courbes, les fameuses courbes d'après. En gros, elles sont très peu efficaces, elles sont aussi dangereuses que les cytotoxiques, elles ont quand même beaucoup d'effets secondaires. On aurait pu leur pardonner si elles avaient été formidables, mais c'est pas le cas. Et en plus, ils avaient fait jackpot.
Parce qu'ils avaient dit qu'en plus, fallait faire à chaque fois, je rigole, parce il fallait faire à chaque fois le test pour savoir si le malade avait la mutation. Donc on paye l'examen de la mutation, on dit oui, il y a une mutation, on donne le médicament, donc c'est quand même tout bénef. Hein. Puis le ministère va imposer pour donner la molécule que pour les mutations, on avait les tests moléculaires faciles. Et en fait, il n'y avait pas de corrélation. Le plus souvent, il n'y a pas eu de corrélation. Voilà, alors l'Avastin, c'est le premier, on ne peut pas passer dessus. Hein, voilà, alors voilà comment elles sont. Quand vous allez regarder le détail, parce que finalement on les trouve, hein, le détail des études sur lesquelles on a donné les premières AMM qui durent, vous voyez, ça a donné un succès de 2 mois de survie globale des cancéreux métastatiques. Et ça a permis de dire dans toutes les conférences, à la télé, que c'était merveilleux. Et alors, ce qui est pire, je ne l'ai peut-être pas encore dit, c'est que, honnêtement, jusqu'aux années 2000-2005, quand on parlait de médicaments dans le cancéreux, moi, je me souviens avoir répondu des fois, alors peut-être je m'étais trompée, mais dire non, on ne fait jamais de placebo chez les cancéreux. On ne fait jamais d'essais, même quand ils faisaient tir au sort, on ne faisait jamais de placebo. C'est-à-dire, on faisait vraiment le nouveau traitement avec l'ancien traitement en plus, éventuellement, contre l'ancien traitement, par exemple. Ou à la limite tout seul, mais contre l'ancien traitement, mais on ne faisait pas contre placebo. Ah ben là, depuis qu'on est repassé dans les études pivot, apparemment, l'éthique, elle est passée au TIC, hein, comme on disait tout à l'heure. Technique, innovation, communication, technique, informatique, communication, c'est pareil. Et maintenant, on a un grand nombre d'études pivot qui sont faites contre placebo. Alors quand on vous dit qu'on a 2 mois d'amélioration, voire même 4 mois d'amélioration contre placebo, ça ne veut rien dire. Enfin, je veux dire, tous les gens qui ont traité d'un cancer savent que quand même, quand on s'occupe bien des patients, quand on les regarde, quand on leur met du potassium si on en a besoin, on leur traite leurs infections, etc., 2 mois, 2, 3, 4 mois, on les tient. Enfin bon, c'est pas significatif. Les gens, ils ne meurent pas en 2 mois. Il n'y avait pas de cancer foudroyant comme ça, enfin, de façon significative. Donc 2 mois, c'est rien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais 2 mois, c'est rien. Alors là, après, on peut vous en montrer 25 comme ça. Voilà, c'est surtout les pubs trompeuses qui nous énervent. Voilà, ça c'était comment ça avait été montré à l'IGR, l'Institut Gustave Roussy, donc la mecque du cancer en France. Hein. Et vous voyez là, tout en haut, là, c'est formidable, tout en haut, ça fait 2 mois de plus, mais vu de loin comme ça, alors évidemment, on ne voit pas très, très bien. Mais en gros, il n'y a pas de différence de survie. Donc vous voyez les courbes là, c'est pour ça que je vous ai montré des belles courbes quand ça marchait avant autrefois dans une autre vie, on avait les courbes quand ça marchait. Et ben là, il n'y a pas de différence. Donc je peux pas m'approcher, mais bon, c'est assez tragique parce qu'effectivement, ils font croire aux gens qu'il y a une différence sur 2 mois, sur 4 mois, même bien 4 mois. Et puis quand vous regardez, il n'y a pas de différence de survie. Et puis en plus, ça ne tient pas compte de tous les gens qui sont morts. Et puis voilà, par exemple, là, c'est pour... ça, c'est dans le cancer du poumon non à petites cellules, hein, plus fréquent. Et avec un prix de revient de 56 000 $. Je ne vais pas dire euros, ce serait exagéré. Voilà. Et ce qui nous a... Alors, évidemment, l'Avastin, en plus, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'accidents, hein, je veux dire, d'astures vasculaires cérébraux, d'infarctus, parce que, évidemment, c'était ciblé sur l'anti-angiogenèse, sur les petits vaisseaux, sauf que les petits vaisseaux qui marchent, on en a ailleurs. C'est pas complètement aberrant de penser ça avant, d'ailleurs, mais bon. Donc, voilà, donc tout ce qu'on a mis entre guillemets, hein, c'est les publications officielles, hein, c'est pas... Voilà, un update, donc mise à jour actuellement. Hein. Il ne paraît donc pas approprié de choisir un traitement aussi onéreux, grevé de tant de complications pour un bénéfice clinique aussi minime. Donc vous trouvez ça par Monsieur Leros, ou Madame, je n'en sais rien, Anticorps en Cancer Research, 2014. Vous voyez entre ce qu'on a entendu en 2005 au JT, quoi. Voilà. Et ça, c'est pas discutable. Hein. D'ailleurs, finalement, il est paru depuis 15 jours, j'ai pas eu de... On m'a pas dit... De toute façon, on en a mis toutes les références, c'est un peu lourd, mais on a oublié de mettre toutes les références bibliographiques. Mais de toute façon, ils pourront pas dire que c'est pas vrai, ils pourront dire qu'il fallait pas le dire. Ah oui, à un moment, on nous avait dit ça, faut pas le dire aux patients parce que ça va leur faire peur. C'était un grand argument en 2000. Alors après, voilà, bon, on peut passer un peu vite pour pas... 3% de mortalité, c'est quand même pas rien, hein, en l'occurrence. Hein, pour un médicament, on vous dit ça va être formidable. Bon, encore une fois, c'est pas... Moi, je sais pas... quand on traite des maladies mortelles, qu'on prenne un certain risque,
c'est pas forcément inadmissible. Le problème, c'est de dire, ah, c'est formidable, ça donne pas d'effet et qu'en plus, ça donne des décès. Voilà, bon, on peut passer sur l'Avastin pour vous montrer que c'est pas une exception, il ne faut pas fixer sur l'Avastin. Je fixais un peu sur l'Avastin parce que c'était quand même le premier, on avait fait tellement, voilà. En disant aucun, oui, parce que là, on vous en montrait un, mais on a pris les autres, hein, que ce soit les Japonais, que ce soit partout, et les types de localisation, voilà. Et par contre, c'est, oui, c'est ça, silence. Alors, il y a un journaliste dans Le Point, en 2013, qui avait fait, il faisait une chronique, les médicaments dangereux du mois. Il avait mis ça. Il s'est fait tuer, le mec. Un collectif 78 cancérologues, quand on a retrouvé, ils étaient tous un peu liés, ils avaient tous eu des voyages payés par le labo, etc. Peut-être à des degrés différents d'ailleurs, mais enfin bon. Et ben, ils ont eu un droit de réponse et Le Point n'a pas demandé les liens d'intérêt de ces messieurs dames, c'est nous qui avons été les chercher après, mais voilà. Et ça, c'est pas beau ce qu'on a mis après, mais bon, les cons, ça aussi tout. Voilà, mais bon, voilà, donc c'est assez déprimant parce que effectivement l'information qui nous est donnée, elle est quand même très partielle, pour le moins. Alors, vous le savez tout ça, mais bon. Moi, si vous voyez, nous, on avait la sensation, en étant dans le milieu, de savoir tout ça, mais à ce point-là, quand même, franchement, c'était quand même plus. Alors, bon, les anti-angiogénèses sont inutiles dans les cancers du poumon. Voilà, ça a été redit donc en 2015 par l'équipe de Raphaël à l'ASCO. Et on continue à donner de l'Avastin à tout le monde. Alors, les autres, sont-ils plus efficaces? Tarcévan et Tsavar, vous avez entendu parler de tout ça? Non, passez, on va les voir un petit peu en détail. Ah, par exemple, le Tarcévan. Alors, la façon de l'antibonde, ça réduit de 41%. Mais alors, si je pouvais aller jusqu'au bout, je vous montrerai que... Vous voyez le petit carré, là? Je vais essayer. Je montre là, entre 5, voilà. Le petit carré là, le petit carré, c'est-à-dire que voilà, en pointillé, voilà. Donc il regarde le moment où il y a une petite différence entre les deux. C'est à ce moment-là qu'ils disent 41%. Et sur le, et vous voyez qu'à 24 mois, il n'y a pas de différence de survie. Et en plus, alors ces critères, ils sont subjectifs, on a vu sur les radios, mais admettons même qu'ils soient vrais en tout cas. Et sur la brochure de l'AC, on écrit « La drogue réduit 42% le risque de progression tumorale ou de mort ». Vous vous rendez compte? C'est ça qu'on appelle la publicité mensongère, quoi. Je vous dis, c'est au mot lave plus blanc, quoi. Et ça nous a particulièrement choqués, parce que dans une revue, un comité de lecture qui était célèbre, je ne sais plus laquelle, ils ont osé le mettre comme ça, quoi, comme publicité. Alors c'est les publicités qu'il y a sur papier glacé dans nos revues médicales. Ils ont laissé mettre ça quand même. C'est pas possible de mettre une publicité de Storos, enfin, aussi mensongère que ça. Donc voilà, c'est inutile. Dans le cancer du poumon métastatique, c'est pas sans effet secondaire important. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de son mari là, il y a quelques jours qui avait beaucoup d'ennuis et qui était comme ça devant le Tarcévan, mais si j'arrête le Tarcévan, ça change rien, quoi. Ah, mais moi, je peux pas lui dire comme ça en plus. J'ai essayé d'aller voir votre médecin, ce qu'il en pense, ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous pouvez pas casser les gens. Donc vous ne pouvez informer les gens que de façon théorique, alors que c'est pas leur problème. Sinon, après, vous êtes plutôt toxique que bénéfique une fois que le patient est directement concerné, ou vous êtes obligé quand même d'abord, moi je ne donne pas en tant que médecin, mais même si j'étais en tant que médecin, combien de fois j'ai dit on aurait pu faire autre chose, non, on réécrit pas l'histoire, qu'est-ce que vous voulez, vous n'allez pas casser la survie des gens qui restent après. Mais ce qu'il faut, c'est informer avant. Allez-y, alors après les autres, c'est pareil, inutile dans le cancer du poumon, pas trop vite quand même, qu'ils aient le temps de voir nos jolies courbes. Voilà, bon, toutes les courbes qui sont reprises des journaux, hein, donc c'est pas, on les a pas inventées, c'est significatif. Alors par exemple, alors celui-là, je sais plus dans quoi c'est aussi c'est dans le poumon, c'est inutile aussi, allez-y, toutes les autres. Voilà, c'est ça qu'on supporte pas, quoi. Alors celui-là, il a fait toute une pub. Voilà ce qu'il racontait. Dans ses études, nouveaux traitements a cependant permis de doubler leur espérance de vie. C'était pas vrai. Oui. Mais par contre, vous avez vu tous ces liens d'intérêt, ce petit monsieur-là. Hein? Oui.
Bon, oui, on va pas non plus écrire notre vie sur leur publicité mensongère, mais je veux dire, c'est quand même assez insupportable. D'autant qu'après, quand on se donne bien la peine, on peut avoir... Alors, on pourrait se dire aussi que quand même l'agence du médicament pourrait se donner bien la peine pour ne pas continuer à rembourser, parce que quand même c'est toujours votre 2,8 milliards d'euros là qui est annuel, qui est pris sur votre budget de sécurité sociale, qui a soi-disant un trou, quand même, qui est en cause, indépendamment. Bon, moi je voulais pas n'être obsédée que par le prix, parce que, bon, si encore ça avait servi à quelque chose, il n'y avait rien qui justifiait qu'il y ait ces prix-là. Mais bon, ça, on en reparlera peut-être après si on a le temps. En tout cas, il n'y a rien qui justifie ces prix-là. Hein. C'est pas la recherche. C'est là notre ami Peter Gutsch, si vous prenez le temps de le lire, explique ça très bien. Et puis plein d'autres qu'il n'y a pas. Il y a une. Si vous voulez regarder, si vous voulez pas lire, il y a un YouTube sur Peter Gutsch. YouTube, quoi. On tape Peter Gutsch et je pense qu'en mettant médecine, on trouve. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé il n'y a pas longtemps disant que vous en pensez. Alors j'ai lisez, gros bouquin. Non, mais ce bouquin est génial parce que si vous voulez, moi j'aurais pas jamais osé écrire le quart de ça si je n'avais pas lu ça avant, parce que vraiment un pont du système, quoi. Voilà. Alors l'INRSA est inefficace. Alors allez-y parce qu'on va les passer vite, sinon on va les démoraliser. Voilà. Bon, c'est pas. Voilà un autre. Celui-là, il n'a même pas pris le temps d'être commercialisé. C'est pour ça qu'il n'a pas d'autre nom. Bon, on n'a pas trouvé l'autre nom. Oui, voilà, mais vous voyez, c'est quand même des gens qui, en gros, sont quand même mis rapidement dans ces essais-là et sans bénéficier nécessairement. Ce qui me tue, c'est, enfin, ce qui les tue peut-être plutôt de temps en temps, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement bénéficié de l'opération, par exemple, qu'ils auraient pu avoir, ou de la chimiothérapie, même pas fantastique, qu'ils auraient pu avoir. Parce que même si elles étaient fantastiques, quand ils guérissaient 10% des gens à 5 ans, c'est quand même mieux que rien à 5 ans. Donc ça, c'est le plus embêtant. Oui? Non? Alors un autre, de toute façon, ils nous en sortent tous les... Ah, celui-là, je l'ai quand même mis parce que le Xalcori, je me souviens, on faisait des réunions de concertation disciplinaire pour nos gamins avec un radiothérapeute d'adultes, enfin qui était aussi d'adulte et chirurgien thoracique. Et au moment du Xalcori, du cryotinib, il nous avait dit, mais vous savez, en réunion de concertation disciplinaire, je n'allais plus parce que pour moi ça m'avait suffi d'adulte, si on ne les met pas sous Xalcori, vraiment c'est qu'on est des salauds, quoi. Il y a une pression, et bon, les cancérologues qui étaient là, ils n'étaient pas plus méchants que d'autres, et puis ça leur revenait pas forcément dans leur poche, mais il y a une pression du labo, une pression de la communauté médicale, comme on dit, pour les mettre sous... c'est assez quand même incroyable. Voilà, donc en fait, non, ça n'a pas marché. Ce truc qu'il fallait absolument donner, parce que sinon on était des méchants, et ben non, ça n'a rien changé. Allez-y. Voilà. Bon, ça c'est toutes qui sont en échec, bon. Nos bénéfices... Ah, oui, vous avez vu les nos bénéfices de toute la... Ouais, bon, peu importe. Voilà, alors, les liens d'intérêt, hein, évidemment, c'est quand même... Il n'y a que ça qui peut expliquer... voilà, par exemple, notre ami Soria, Gustave aussi, voilà, c'est liens d'intérêt. Donc, comme dirait l'agence du médicament, il est compétent pour être expert. Voilà, pas de commentaire. Suivante. Voilà. Alors pour le cancer du rein, je peux vous faire si vous n'êtes pas fatigué, je peux vous faire le même raisonnement. Bon, cancer du rein, c'est encore plus, ça fout encore plus en rond quelque part parce que les gens qui ont un cancer du rein limité, non métastatique, ils sont curables à 80% par la chirurgie seule et sans médicaments en plus. Donc c'est dommage quand ils n'en profitent pas. Hein. Donc voilà, et malheureusement, il y en a quand même beaucoup qui bénéficient d'un autre médicament avant d'être opérés. Je vous en prie, madame, je vous en prie. Non, de toute façon, si vous voulez, je crois que vous avez compris le système. Hein, après, je viendrai sûrement demain. Vous saurez les causes. La bureaucratie. Voilà, bon, cancer du rein, c'est pareil, ça marche pas. Et alors, c'est vraiment un drame parce que là, j'ai vu quand même plusieurs patients. Alors, je fais plus de médecine et plus d'adultes, mais des gens qui téléphonent, qui écrivent, etc. J'ai eu la chance de pouvoir dire, vous devriez prendre un autre avis, aller voir l'urologue, on ne sait jamais, un autre urologue. L'autre urologue l'ayant opéré et guérissant le malade, alors qu'il était en train de claquer de Sulten, tout je sais pas quoi, parce qu'il y a effectivement des malades qui sont très très mal sous ces nouveaux médicaments.
Donc voilà, c'est des petites satisfactions quand même de pouvoir essayer d'aller voir monsieur Untel, il vous donnera un autre avis, vous verrez bien. Bah oui, il faut être diplomate quand même, mais voilà. Donc là aussi, des publicités sans limite, quoi. C'est absolument insupportable. Donc si vous regardez, et puis alors c'est dans les grands journaux, quoi, Le Point, machin. Voilà, cette dame-là, elle m'a pas encore donné la chance de répondre en faisant un petit article sur le livre. Mais non, mais je veux dire, c'est ça qui est insupportable, c'est que les gens affirment, peut-être de bonne foi, mais enfin quand même, hein, le cancer du rein métastasé, la guérison est possible. Bon, alors, et voilà, la guérison est possible, voilà, vous voyez la courbe en bas, là, hein, bon, c'est pas ce qu'on appelle la guérison. Et alors, là encore, c'est l'étude pivot. Vous voyez, je parle plus d'essai, hein, parce qu'on ne parle plus d'essai maintenant, on parle que d'étude pivot. Prolongation de la survie sans progression, voilà, 2 mois. Comment ils osent? Allez-y. Voilà, alors il y avait toute une histoire sur Ned Savard et Sutent dans le cancer du rein, justement, qui n'est pas toujours très bien supporté, enfin, surtout le Sutent, encore plus, ou encore moins bien toléré. Et en fait, avancé parce que ça va être marqué, voilà, c'est inutile et toxique chez le malade métastatique, aucun gain significatif de survie. Et alors, ce qui est le pire, c'est qu'on arrive à voir, quand on regarde à long terme, justement, là, on n'est plus pour avoir la MM fractionnée du départ, mais on regarde à long terme, nous, pour dire, puis les gens qui ont publié tout ça, et là, on voit que dans un certain nombre de cas, la survie avec le médicament est moins bonne que sans ce médicament, de façon logique, à cause des effets secondaires quand même assez lourds qui, finalement, en tuent un certain nombre. Voilà, c'est bien triste tout ça. En 2006, l'étude pivot, alors c'est pour le Sutent, vous avez dû entendre parler de ce Sutent qui est quand même très très mal toléré par un certain nombre de gens quand même. Médiane de survie, les 11 mois contre 5, et à long terme, il n'y avait pas de différence. Bon, mais enfin bon, on ne va pas vous embêter comme ça pendant des heures. On en a vu pas mal d'exemples parce que bon, ce qu'on tenait à faire comprendre, c'est que c'est pas ponctuel, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment actuellement, allez-y, ouais. Et alors, les effets otiques sont très élevés et supérieurs évidemment au placebo. Effectivement, il y a un certain nombre de malades. Bon, toxicité, je ne vais pas vous les montrer toutes, hein, mais c'est effectivement des hypertensions. Je ne sais pas pour s'il y a des gens qui en ont entendu parler ou pris, c'est vraiment assez mal toléré. Voilà, et ça c'est la dame de l'ASCO. Donc l'ASCO c'est notre grand-messe internationale, l'American Society of Oncology, Cancer Oncology, Clinical Oncology, pardon. Donc c'est là où tous les ans, alors c'est quoi, Chicago, enfin, tous les ans ça change de ville, et où tous les cancérologues, c'est la grand-messe, quoi. C'était 7000 dans mon temps, maintenant c'est 40 000 cancérologues se réunissent. Et autrefois c'est là où on montrait, quand on avait trouvé quelque chose, on montrait d'abord à l'ASCO. Et donc c'est quand même, si vous voulez, c'est la référence. Donc quand à l'ASCO ils vous disent ces drogues sont toxiques, il n'existe aucune raison de les utiliser après la chirurgie, et que la surveillance régulière constitue le traitement standard, vous demandez comment. En mai dernier, la petite dame qui m'a téléphoné au mois d'août, elle a perdu son mari qui a eu successivement de drogues qu'il n'a pas tolérées, alors qu'il avait été opéré correctement d'emblée. Voilà. Bon. Donc vous dites, il faut quand même informer les patients. Mais non, je ne dirais pas les patients, je dis les citoyens. Les patients, c'est difficile. Les patients, il faut qu'ils essayent d'avoir un échange avec leur cancérologue, avec leur généraliste, qui peut les aider peut-être auprès des cancérologues. Voilà, bon, inutile pour les cancers localisés. Voilà. Ah oui, alors en ce moment, ils veulent nous vendre le Votrient, que j'ai un certain nombre de collègues qui ont mauvais esprit qui l'appellent le Vaurien. On peut le lire comme ça aussi. Vaurien. Ah, ton Vaurien, oui. Bon, et bah ça marche pas, et ça n'empêche pas de faire des fautes d'orthographe, mais tant pis. Et maintenant, ils veulent nous le refiler pour les sarcos, mais ça marche pas du tout non plus, quoi. Et je vous assure qu'en ce moment, les patients qui ont des sarcomes, en particulier les parties molles, on leur colle ça, moi j'ai des amis cancérologues vraiment de bonne foi et pas rémunérés par les laboratoires, enfin vraiment
Nickel de chez Nickel, mais quand même il croit parce que au Vaurien, on l'a représenté au staff du jeudi, et puis si quand même, t'es sûr ça, bah, attends, je vais te faire la biblio, je te l'envoie. Bah. Non, il y a une pression pas possible de l'ambiance, quoi. Je veux dire, y compris par tous les gens qui n'y ont pas d'intérêt direct, hein, même s'ils vont plus en congrès, parce qu'ils vont fatiguer. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est quand même souvent la HAS le dit, hein, la Haute Autorité de Santé, elle dit des choses très intéressantes dans ses analyses. Sauf qu'en pratique, après la commission de transparence, ils disent des choses utiles, intéressantes. Et après, eh bien, ça passe dans une autre commission qui donne l'autorisation de remboursement, qui est l'obligation de commercialisation, elle est obligatoire si l'Agence européenne du médicament a donné l'autorisation. Donc on est obligé de le commercialiser en France parce que l'Europe l'a dit. Ouais. Par contre, on est libre de ne pas rembourser ou de rembourser un peu ou de rembourser à 100%. Mais là, c'est le ministre qui décide. Finalement, il y a une commission, je ne sais plus, c'est EPS. Et puis le ministre, en général, dit « Ah bah oui, mais on doit quand même être aligné sur les autres pays européens. » Et crac, je te mets le même prix. Voilà. Donc celui-là, à l'Elinta, c'est pareil, 5 000 euros pour 4 semaines, pour un truc qui donne quand même pas mal de toxicité et qui n'apporte rien. Je vais vous démoraliser, on va arrêter. Allez, passez. Passez. Mais en tout cas, il faut quand même savoir que c'est comme ça que ça se passe et qu'il y a plein de médicaments dont l'amélioration du service médical rendu est de niveau 4 ou 5. Et en particulier celle-là de niveau 4, ça veut dire en gros rien. Hein. Ça, c'est la Haute Autorité de Santé qui donne un avis raisonnable, valable, finalement clair. Mais on rembourse. Et on donne à 100%. Et les médecins le prescrivent sous pression. Sous pression du nouveau médicament, du labo qui passe toutes les 2 heures, enfin tous les 2 jours. Voilà, la Finitor, pareil, bon, elle est passée, parce qu'on va regarder s'il y a autre chose qui change, ça va leur dire à la fin. Bon, ça c'est important, cancer du rein, c'est curable, hein, quand on peut l'opérer, donc si vous avez quelque... Non, mais c'est important, mais ils ne sont pas opérés. Hein. Ils ne sont pas opérés quand ils ont cette chimio? Là, c'est un cancer du rein métastasé quand même, non? Non. Moi le dernier, j'ai envoyé, je suis super fière parce que bon, elle m'a téléphoné, je sans dis... chirurgie, un traitement sans chirurgie. chimio. Absolument, et le malade, il était en train de plaquer, plaquer peut-être pas, mais enfin, en tout cas, il avait une vie, il avait plus de vie. Il avait l'hypertension, etc. Et je crois qu'il était sous Sutent, là, mais c'est récent, hein. Il y avait quand même déjà un envahissement d'artère rénale. Non, il pouvait être opéré parce qu'il a été opéré. Non, en plus, il a quand même grossi pendant ces 4 mois où il a eu cette chimio. Et il a quand même été opéré, on a été contents parce que moi j'ai eu peur. Je me suis dit, si ça serait, il ne va pas pouvoir l'opérer, il va être marginal, on va couper dedans. Et je me souviens, le chirurgien m'a téléphoné. Bon, à la limite, j'avais rien à dire quelque part, mais en me disant, tu sais, ton malade, c'est pas vraiment ton malade, mais enfin, bon, le malade que tu m'as envoyé, ça va être dur, on va essayer, mais je crois qu'on peut passer. On en a discuté en RCP, bon, ça revient à lui, on va passer. Et après, il m'a téléphoné le jour où il avait opéré, il me dit, j'ai pu passer, c'était gros, c'était dur, mais j'ai pu passer. Et quelques jours après, il m'a dit, tu sais, je suis passé à l'extérieur. Le malade, il est guéri, à mon idée. Et en plus, son épouse, quelques semaines plus tard, enfin pas semaines, parce que c'est tout récent, 15 jours, 3 semaines après, m'a dit, mais il ressuscite, mon mari, il a repris sa vie, il retourne faire il revoyage comme les voyages avant, ça. Bah oui, il a pu son cancer, il est guéri, mais alors je ne sais pas comment il a échappé, mais si vous voulez, c'est le problème de la RCP. À la RCP, enfin je ne sais pas si vous avez l'habitude de ces choses-là, mais les gens qui n'y vont pas, mais les RCP, vous êtes 30, là, il y a 3 chirurgiens thoraciques, il y a 3 chirurgiens viscéraux, etc. Et puis il y a 10 chimiothérapeutes, on va dire. Ils disent ah ben non, ce malade-là, il est pas pour vous. Bon, c'est pour vous les chirurgiens. Donc le chimiothérapeute dit il faut d'abord faire de la chimio. Ah bon, tu crois c'est mieux de faire de la chimio? Ah oui, on a dit ça à la dernière réunion, machin. Le malade, il regarde pas le scanner. Le chirurgien regarde pas le scanner une fois sur 2. Je sais pas combien du temps je travaille encore. De malades que je prenais en charge et où je disais mais il faut absolument le montrer à un chirurgien. Je m'en souviens, un petit, je l'ai montré à Marine Lannelongue. C'était drôle parce que j'envoie à Marine Lannelongue un chirurgien
thoracique, et c'était un petit, et la mère, elle me dit, vous voulez l'envoyer là, parce que le nom que vous me dites, là, il était à la RCP globale, etc. Et en fait, le chirurgien n'avait pas vu le scanner, parce qu'on avait dit c'est un malade pour les chimiothérapeutes. Les chirurgiens sont devenus quand même prestataires de services dans ces réunions-là. Alors, ils se laissent faire, là aussi, je crois qu'il faut qu'ils résistent. Qu'ils disent, et moi, je dis aux patients, résistez, on vous dit que vous n'êtes pas opérable, allez voir le chirurgien avec votre scanner. Il va vous dire que vous n'êtes pas opérable. Et bien, au moins, vous saurez que vous n'êtes pas opérable. En plus, c'est autre chose de voir un malade en consultation. Enfin, il me semble, de voir un malade en consultation une demi-heure, 3/4 d'heure avec son scanner, le malade devant vous, celui qui a envie de se battre, etc. Enfin, un humain, quoi. Que de voir un scanner dans une réunion où on vous dit, ah ben celui-là, de toute façon, on va faire de la chimio d'abord. Bon, vous continuez à discuter avec votre collègue d'autre chose. Je sais pas, la dernière enquête ARS que vous avez subie. Je sais pas moi. Non, mais on vous dit, il est pas pour vous. Moi, je sais bien, ça, il y a ça. Alors là, je veux dire, moi, j'ai fait des réunions de concertation multidisciplinaire hebdomadaire pour la pédiatrie, pour notre service, avec un chirurgien thoracique et un radiothérapeute, et il nous racontait plusieurs chirurgiens, ils nous racontaient toujours la même chose. C'est-à-dire, on nous ne les montre pas. Mon mari, il était orthopédiste, et on avait envoyé ça lui arrivait de tomber sur une métastase osseuse unique d'un cancer du poumon en particulier. Et je me rappelle, il avait envoyé le malade à opérer. Donc il avait enlevé la métastase osseuse. On faisait toujours en monobloc extratumoral parce que voilà, c'était notre principe. Et il envoie le malade à opérer le chirurgien thoracique, quelqu'un qu'on aimait beaucoup, on avait confiance, etc. Et le mec, il le montre en RCP, parce que c'est quasiment la loi. Mais la loi n'est pas forcément d'appliquer, mais ça devient dur de ne pas appliquer. Et là, il dit, ah non, comme c'est une métastase, ils veulent faire la chimio d'avant. Vraiment, on s'est engueulé, entre guillemets, quoi, gentiment, mais on a insisté beaucoup pour que ce malade soit opéré, parce qu'il n'avait plus qu'un cancer du poumon petit localisé, et l'enlever, ça le guérissait. Enfin, en tout cas, ça le guérissait, entre guillemets, mais ça lui donnait beaucoup plus de chances de guérison que de le mettre à la chimio d'emblée et de regarder grossir ce cancer du poumon. Donc c'est vraiment je pense qu'il faut que les chirurgiens, je ne sais pas si vous êtes chirurgien, mais il faut que les chirurgiens aussi imposent aux chimiothérapeutes de ne plus être des prestataires de services. Autrefois, c'est les chirurgiens qui décidaient de tout, maintenant ils décident plus de rien. Les radiothérapeutes, pareil, le traitement local, c'est capital. Quand même, en cancérologie, la guérison passe quand même pour beaucoup de cancers par la qualité de la chirurgie. On est d'accord, hein? La dame qui m'a téléphoné il y a 48 heures pour elle a dit, vous les avez examinés? Elle dit, elle m'a fait ça. Je dis, là, vous m'en avez cité 3, vous avez été voir à Paris, là, c'était 3 chirurgiens. Là, c'était des chirurgiens en carence du sein. Ils ont tous fait ça, mais ils vous ont pas examiné du tout. Non, 5 minutes. Ah ouais, non, c'est hallucinant. Non, mais ça, c'est pour ça que je dis, bon, moi, j'essaye quand même, c'est vrai, de ne pas vouloir accuser, les collègues, mais parce qu'ils ont, effectivement, moi, la principale accusation que je fais sur la profession, c'est de se laisser faire par cette bureaucratie qui nous tue. Et après, chacun réagit à sa façon, mais et souvent de pas bonne façon, et c'est quand même souvent le malade qui est la victime. Ceci dit, je dirais pareil pour les citoyens quand même, hein, parce que ça fait quand même pendant 3 ans, je ne sais pas si vous avez participé, mais enfin, on s'est quand même battu, ne serait-ce qu'avec l'UFML, pour... il y a quand même 50 000 médecins et infirmières de ça qui ont manifesté à Paris le 15 mars 2015. Moi, les citoyens, on n'a pas réussi, enfin nous, en tout cas, sur Paris, on n'a pas réussi à les bouger. Hein. Je veux dire, en gros, ils étaient bien sensibles au discours ministériel, c'est corporatiste, ils veulent défendre leurs intérêts, ils n'ont pas vu qu'on était en train de s'aborder, d'achever la médecine qui avait été sabordée depuis 30 ans, quoi. Mais là, on l'achève, quoi, quand même. On a, effectivement, en ville, vous aviez encore, il y a quelque temps, me semble-t-il, quelques possibilités, au moins de relations humaines, de choisir le traitement, au moins pour les choses de base. Mais là, c'est même plus possible, puisque le généraliste, on le dira demain, mais, vous allez dire si je me trompe, mais le généraliste, il va devoir composer avec la mutuelle du patient. Et si la mutuelle du patient dit on rembourse pas tel truc, il faut mettre tel générique, il sera obligé. Donc il y a encore une perte de la liberté de soigner absolument
invraisemblable, y compris dans les maladies de tous les jours, quoi. Donc nous, ça fait des années, là, enfin maintenant, ça fait 10-15 ans qu'on nous impose les traitements en cancéro, mais maintenant, ça généralise, quoi. Et là, les citoyens nous ont pas aidés non plus, quand même. Ah, l'herceptine, c'est pareil, c'est celle dont on donnait que c'était formidable, et en fait, on a trouvé que ça augmentait de 0,45% de guérison sur l'ensemble des malades atteints de cancer du sein. Bon, la démonstration, elle est faite avant, mais... Voilà, c'est un peu triste, quoi. Donc là, il faut bien choisir, il faut faire attention. Bon, le sein, pareil, l'Avastin, on ne va pas recommencer. Hein. De toute façon, c'est le même baratin partout, c'est que de toute façon, elle ne marche pas. Hein. En gros, elle ne marche pas, ces nouvelles molécules. Hein. À part le Glivec au tout début, dans des maladies très limitées. Hein, c'est tout. L'herceptine qui donne sur 2% des patientes que ça concerne. Alors le mélanome, j'avais mis cette diapo quand même, parce qu'on nous racontait, tout le monde, ah c'est formidable pour le mélanome, c'est pas vrai, ça marche pas non plus pour le mélanome, faut arrêter, quoi. Et à chaque fois, on voit que finalement, ils sont rémunérés, quoi. Là aussi, allez voir Peter Gutsch. Après, ouais, pancréas, c'est pareil. De toute façon, c'est pareil, je peux pas vous dire... On a cherché, hein, moi j'aurais bien voulu de trouver qui marche. Alors ça, je vous ai juste mis quand même pour les... Parce que maintenant ça s'étend à d'autres maladies, hein, l'hépatite, l'hépatite C, là, attends, le coup du... Je sais pas si j'ai mis la diapo sur l'hépatite C, mais c'est une honte absolue parce que ils vous disent que... Alors c'est un des prix délirant, et ils vous disent que ça guérit l'hépatite C, mais c'est pas vrai, ça négative la sérologie de l'hépatite C à 4 mois. Personne sait... Ah oui, avec pas mal d'effets secondaires aussi. Et personne ne sait si ces malades, ils auraient fait quelque chose dans 15 ans ou dans 20 ans. Je veux dire, c'est... Voilà, bon. Mais alors, voilà, l'explication, effectivement. Voilà, c'est pour ça qu'il faut acheter des actions et pas être malade. C'est quand même hallucinant, quoi. Si vous voulez, maintenant, c'est les actions refuge. Hein. C'est plus intéressant que les actions Big Pharma. C'est plus intéressant... Les armes, je n'oserais pas trop dire parce que ça doit se passer en dessous, mais en tout cas que le pétrole, quoi. Beaucoup que le pétrole. Oui, allez-y. Voilà, bon, les mythes justificatifs, bon, c'est absolument pas justifié par la recherche, contrairement à ce qu'on vous raconte. Ça aussi, c'est bien. Bah voilà, vous avez la photo de Monsieur Gutsch, ça valait le coup d'avancer quand même. Allez, allez-y. Voilà. Puis la plupart du temps, enfin, il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites dans les labos publics qui vendent le brevet après à la start-up qui a fait un des patrons, ou un mec qui est entre les deux, voilà. Alors, il y a quand même une petite diapo d'espoir, c'est quand même, ça commence à gueuler un peu là, à la SCO justement, là, à la grand-messe. Où il y a quand même beaucoup de cancérologues qui voient bien que le système va forcer. C'est la bulle en fait. Hein. C'est comme les subprimes, c'est la même chose. Ça ne peut qu'exploser, quoi. Alors en attendant, ils s'en mettent plein les poches, mais ça ne peut qu'exploser parce qu'effectivement tous les systèmes de santé vont exploser à partir du moment. Alors il y a des solutions pour le prix, en tout cas il y a des solutions puisque je sais pas si on l'a mis là, mais je me souviens plus. Mais les solutions, ce sont... puisque par exemple, les Égyptiens, ils achètent le médicament, enfin je vais dire n'importe quoi comme ordre d'idée, mais ce qu'on va vendre 5 000 € ici, ça va être vendu 70 € en Égypte, avec les licences obligatoires, c'est ça. Donc notre pays peut très bien décider d'avoir des licences obligatoires qu'il impose. Et ça devrait être l'exposé de M. Serge Rader, que vous pourriez inviter, qui expliquerait, voilà, il y a plein de bouquins, bah voilà, ça remet de Mordel, bah on ne voit pas l'autre côté, c'est pas grave, passer, bah après, ouais. Faut respecter la loi, mais ça, alors oui, normalement dans la loi, quand on passe à la télé, on doit dire si on a des liens d'intérêt. C'est jamais marqué. Hein, on est d'accord? Oui, mais là aussi, les citoyens, ils peuvent téléphoner à France 5, là, par exemple, à Simès, en disant, mais vous avez invité monsieur machin. Bah oui, écoutez, il faut faire respecter la loi, c'est à nous aussi de le faire, quoi. Oui, je disais, Serge Rader, qui est pharmacien, un lanceur d'alerte, si j'ose dire, a fait beaucoup démontre depuis des années qu'on peut économiser, bon, je dirais pas du jour au lendemain, mais dans les 6 mois, ou dans l'année, 10 milliards d'euros. Alors, indépendamment de mes 2 milliards de malus en sus, 10 milliards d'euros, simplement sur le prix des médicaments,
en comparant le prix des médicaments qu'ils vendent, des prix en France et les prix en Italie, par exemple. Lui, il va beaucoup en Italie. Pour la même molécule, je veux dire Doliprane, n'importe quoi, elle est vendue 1 euro en Italie, 2 euros ici, etc. Donc lui, alors il est allé voir, il va souvent voir les gens du CEPS qui fixent les prix avant que le ministre les signe. Mais bon, on l'envoie bouler, comme il dit, il faudra le choix. Président du CEPS, bah oui, mais non, il n'est pas. Et alors il a fait avec Michel Rivasi une opération main propre au début de l'année dernière. Qui doit être figurée encore, l'opération main propre. Michel Rivasi, qui est députée européenne, pour essayer de stimuler les gens, au moins que les médicaments, on les achète pas à des prix indus. Alors, lui, son combat, c'est sur les prix. Moi, c'est quand même plutôt sur l'efficacité, parce qu'il faut que les médecins ils disent aussi ce qu'il en est de l'efficacité. Voilà, et tous et réunis ensemble, mais invitez-le, de toute façon, il est intarissable sur les vaccinations en plus. Qui est un autre vaste sujet. Ben, merci d'avoir résisté longtemps, d'avoir résisté pendant 20 longs jours.